Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour la première édition de Le Grand Soir cette semaine. Nous sommes rendus au 17 novembre 2025, une soirée pluvieuse, l'après-midi pluvieux à Yaoundé. On espère que vous avez réussi à vous déplacer pour regagner vos différents domiciles. Et la pluie est toujours redoutée à Yaoundé parce qu'on dit que la pluie trahit tout. Lorsque vous avez mal géré vos ordures ménagères, la pluie se charge de les ramener sur la chaussée pour vous montrer que rien n'a finalement été fait. Beaucoup de courage à ceux qui sont en train de retourner dans leur domicile et retrouver la chaleur familiale. Nous, ce soir, on va beaucoup parler de politique. Vous suivez certainement l'actualité dominée par ces querelles, ces batailles, ces propositions autour du gouvernement attendu de Paul Biya. Ceux qui ont le chrono en main noteront justement qu'on n'est pas encore à ce gouvernement et pas d'indicateurs venant du côté d'Etoudi relativement à la formation du gouvernement. Mais des petits calculs évoqués par les uns et les autres nous font parler justement d'un gouvernement d'union nationale. Le président de la République, dans son discours d'investiture, avait appelé à une union sacrée. Et les hommes politiques aujourd'hui pensent que cette union sacrée pourrait également signifier la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le Cameroun en a-t-il besoin? Paul Biya en a-t-il besoin? Quel sens pourrait prendre un gouvernement d'union nationale à l'entame du 8e mandat du président Paul Biya? On en parle avec nos invités qui semblent ne pas être très pressés ce soir. On comprend bien avec les intempéries, mais ils seront là pour échanger avec nous et avec vous. On dirait également un mot sur ce qui se fait appeler désormais l'affaire Francis Ngannou, le champion du monde de nationalité camerounaise, indigne fils du Cameroun, est pris à partie par de nombreux influenceurs, activistes politiques et même quelques journalistes, une partie de l'opinion camerounaise qui pense qu'il n'aurait pas dû faire la sortie qu'il a faite il y a de cela quelques jours au sujet de Paul Biya, candidat à la dernière élection présidentielle. Il a clairement indiqué que s'il avait été fils ou petit-fils, ou alors du président Paul Biya, il n'aurait pas accepté qu'il soit candidat à cette élection présidentielle. Les commentaires vont bon train. Il y a pratiquement une levée de bouclier. Le champion est traité de tous les noms d'oiseaux depuis un certain temps. Quel est le regard? Qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement à Francis Ngannou? Est-ce que son propos mérite d'être traité de propos venant d'un traître, comme on le lit sur les réseaux sociaux? On en dira un mot avec nos invités qui vont s'installer. On aura des personnalités de la société civile, des analystes sociaux, politiques, les acteurs politiques directement qui viendront donner leur point de vue là-dessus. Et naturellement, on aura pour nous tenir compagnie désormais notre partenaire à qui on dit bonsoir. Sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Puis tous les matins pratiquement sur Capital FM entre 9h30 et 11h50. Dans le cadre du programme On marche sur la capitale, il est parmi nous ce soir Jean-Jacques Mbeya, analyste politique mais chroniqueur sportif également. Jean-Jacques, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux auditeurs, excusez-moi, je savais que je suis habitué à la radio, bonsoir aux téléspectateurs d'Info TV, bonsoir à tous les Camerounais qui nous écoutent, bonsoir à tous ceux qui sont allés ce matin pour prendre leur poste et qui occupent leur poste de la meilleure des manières, et bonsoir aux Camerounais, et j'espère, d'ailleurs, je tiens à vous saluer ou à vous remercier pour votre invitation sur votre prestigieux plateau, un plateau que je suis chaque après-midi, et aujourd'hui vous me faites l'honneur de partager ce plateau avec vous et avec vos prestigieux invités. Merci homonyme Jean-Jacques Mbeya sur le plateau de Le Grand Soir. Je vais commencer par recevoir le chroniqueur sportif au lendemain de la qualification pour les barrages, la suite, c'est quoi, intercontinentaux, c'est un barrage, non? C'est comme ça qu'on dit, voilà, la RDC a obtenu son ticket. C'est quand même à la surprise générale. Surprise générale pour ceux qui ne suivent pas, parce qu'il faut dire que à la dernière CAN, la RDC est sortie en demi-finale. Donc c'est une équipe qui compte aujourd'hui dans le monde footballistique africain. Donc on pense que la RDC mérite sa place parce qu'ils ont quand même sorti deux costauds d'Afrique, le Cameroun et la
et le Nigeria, ce qui n'est pas une mince affaire. Et on croit qu'aujourd'hui, la RDC peut être le bon représentant de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, selon les pronostics et selon tous les bookmakers et les analystes, le pays africain qui sortait de ces barrages était le pays favori pour accéder à la Coupe du Monde. Parce que quand on regarde les équipes, par exemple, en Amérique du Sud, on a la Bolivie. En Europe, on attend encore leur barrage là-bas pour voir le pays qui va représenter le Cameroun, l'Europe, autant pour moi. Et le Cameroun est le grand perdant de ce barrage en Afrique, parce que le Cameroun était bien parti. Quand on voit l'ossature du Cameroun, quand on voit l'équipe du Cameroun, on savait que le Cameroun avait des chances de se qualifier. Et maintenant, nous, en tant que Camerounais, nous regrettions et amèrement cette défaite, une défaite qui est d'abord du fait des footballeurs, parce qu'il faut dire que quand on est footballeur, on doit se mettre dans l'esprit de gagner le match, Jean-Jacques Zé. Parce qu'on est footballeur pour sa carrière, on n'est pas footballeur pour Samuel Eto'o. On n'est pas footballeur pour Mabrice, on n'est pas footballeur pour les combis. On est d'abord footballeur pour sa carrière. Et que de beau pour un footballeur de pouvoir jouer une Coupe du Monde. Ça, il y a des footballeurs qui ont joué toutes les carrières qui n'ont pas pu disputer une Coupe du Monde. Mais lorsque vous avez l'occasion de le faire, vous devez vous mettre dans les conditions de gagner cette Coupe du Monde. Oubliez les querelles de cuisine qui ne nous amènent à rien. Parce qu'aujourd'hui, on a un football camerounais qui est en train d'être construit, il faut le dire, parce qu'on ne construit pas un football en 4 ans. Aujourd'hui, on a un football camerounais qui est construit, on a un football camerounais qui est travaillé dès la base. Hein, il faut vous rappeler, le tournoi Montaigu qui avait été arrêté depuis longtemps, le Cameroun y prend part, parce qu'il faut travailler dès la base. Il faut travailler les jeunes Camerounais à la compétition, parce qu'à l'époque, Montaigu a sorti des talents comme Pierre, Womelin, je ne cite que cela. Mais on a vu ce que cela a produit dans les années 2000. Donc aujourd'hui, je pense que le football camerounais est dans sa restructuration profonde. On peut avoir des talents, on peut avoir des talents, mais l'équipe camerounaise dans son entièreté est une équipe moyenne. Ça, il faut le dire, sans embâche. C'est une équipe moyenne et cela s'est ressenti sur le terrain. Parce qu'au-delà des individualités qui peuvent se dessiner entre autres, c'est une équipe moyenne globalement. Mais je pense quand même que le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a pris la mesure du problème et a commencé à travailler pour que d'ici 4 ans, parce que quand on parle de génération, on parle de 10 ans. Mais si on commence à travailler dès maintenant, d'ici 4 ans, avant la Coupe du Monde de 2030, on va avoir des jeunes talents qui vont aller et qui vont pouvoir... Entre-temps, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans quelques semaines. Est-ce qu'on est prêt? On ne veut pas attendre les 4 prochaines années ou la génération d'une dizaine d'années. Mais il y a une compétition qui est là, juste au sortir de ces éliminatoires à la Coupe du Monde. Il y a la CAN qui commence. Vous savez, on peut être prêt aussi parce que l'encadrement peut ne pas aussi jouer en faveur de l'État, parce qu'il faut dire que l'entraîneur qui est là actuellement n'inspire pas confiance. Jean-Jacques, vous allez me parler des stats. Mais on vous dit, les stats sont bons en football, mais il y a les matchs qu'on ne perd pas. On pouvait gagner 30 matchs, venir perdre le match qu'il ne fallait pas perdre et ne pas être qualifié. C'est ce qui est arrivé au Cameroun lors de 16 éliminatoires. Mais je dis juste que aujourd'hui, le Cameroun doit se concentrer à jouer la CAN. Et je dis aux footballeurs, évitez la politique. Votre rôle, c'est de pousser le ballon, aller marquer le but. Votre rôle est dans le rectangle vert. Votre rôle n'est pas en dehors du stade. Parce qu'il faut dire, Jean-Jacques, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit-on encore continuer à s'aimer le trouble dans l'esprit des Camerounais ou doit-on penser le football camerounais? Mais il ne faut pas penser que les footballeurs n'ont pas le mot à dire sur la vie sociopolitique. Kylian Mbappé n'a pas besoin de se faire prier pour donner son point de vue sur quelques situations. Les Thuram n'ont pas besoin qu'on leur dise que vous n'êtes que footballeur, ainsi de suite. D'accord, on a compris. Le plus important, c'est de se concentrer maintenant. Merci Jean-Jacques Béal d'être là. C'était l'avis du chroniqueur sportif qu'on demandait relativement à cette sortie de compétition de l'équipe nationale du Cameroun et à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à l'autre Jean-Jacques. Tu as fait le génie aujourd'hui de nous réunir les deux Jean-Jacques sur le plateau. C'est tout un honneur pour moi d'être associé à vous dans le cadre de cette émission qui monte et qui monte encore. Je voudrais saluer tous les compatriotes qui prennent du plaisir à nous écouter. Souvent marchant dans la rue, ils n'hésitent pas de nous rappeler qu'ils nous voient dans le grand soir. Et ils sont du côté de Soir, ils sont à Boumiébel, ils sont à Ngormapoubi, ils sont en Long, à Lobo notamment chez moi. Ils sont partout, je voudrais leur dire bonsoir. Et aux très nombreux citoyens actifs du Cameroun. Ils sont également à Pouma, c'est Jean-Jacques Béat. Ouais. Ils le regardent également ce soir. Ils sont aussi à SE
et ils nous regardent absolument ce soir et ils sont fiers comme nous d'accueillir Lucien Bidima sur le plateau. Bonsoir Lucien. Bonsoir, c'est un honneur justement, comme je viens d'ici, permettez-moi, la meuf Famba bien sûr, de saluer le ministre Luc Magouamba Gaterna. Parce que depuis la session, la prestation de serment du président de la République, il a commencé immédiatement à mettre en œuvre les projet du chef de l'État en ce qui concerne les importations de riz. Et je me réjouis de savoir qu'il a fait d'une manière avec célérité à une micro-entreprise que je connais très bien. Je dis merci au ministre, il faut aller en avant pour tout ce que vous faites. Mais je voulais attirer aussi l'attention. Il fait quoi? Il facilite. Il participe, oui, il facilite, il donne les autorisations, il saisit le ministre des Finances. Le ministre pour cela? Oui, on doit le féliciter parce qu'en vérité, on a beau dire que c'est son travail. Hein, vous allez m'en parler, mais beaucoup de gens ne savent même pas. Est-ce qu'on doit importer le riz? Qu'il faut demander des autorisations, même le pays le plus développé au monde, les États-Unis importent le riz, quel que soit ce qu'on peut avoir. Alors je voulais aussi attirer l'attention des procureurs, des gens de la gendarmerie, les gens de l'armée, etc. Il y a une forme d'anarque aujourd'hui qui est constituée autour des hommes politiques. Où on essaye, parce que peut-être je connais tel procureur, je connais tel militaire, je parlais n'importe où à la gendarmerie, dit que M. Bidima me doit telle ou telle chose. Tout simplement, à la sortie de ces élections, on a l'impression que certains hommes politiques font cas d'un acharnement bien déterminé. J'en fais partie, hein, c'est pour cela que je parle. Un acharnement qui ne tient plus. Je continue à dire qu'effectivement, on a choisi de soutenir le président Paul Biya. Moi, j'assume mon choix. Je vais l'assumer jusqu'à la fin de mes jours parce que le président Paul Biya, c'est une vision. Mais laisser courant que certaines personnes peuvent venir peut-être parce qu'ils connaissent tel lieutenant, ils connaissent tel, etc., pour faire du chantage à M. Bidima et à d'autres hommes politiques qui m'ont demandé, m'ont dit que l'émission de Jean-Jacques, j'ai très suivi jusqu'au sommet de l'État. Je dis qu'il faut que les gens arrêtent ça. Et puis, dans les pays très développés, les hommes politiques sont très protégés. Parce que nous avons d'abord le courage de nos points de vue. Nous devons pas, à partir de là, être protégés. Alors, il ne faut pas permettre que n'importe qui puisse venir n'importe comment. Quand je parle des hommes politiques, je parle des hommes politiques de tous les bords. Hein. Ça dit, je ne parle pas que des hommes politiques du RDPC. Je dis, quand on a le courage de défendre ses opinions, on doit être protégé par l'État. Et je crois que c'est ce que fait le président de la République. Même rester sous le joug de certaines menaces qui vont jusqu'aux menaces de la mort. On menace des familles, des vies de famille, des enfants, etc. On ne peut pas continuer à accepter ça. Il faut assumer ses convictions. Moi, j'assume les miennes. Je soutiens le président Paul Biya, le président Paul Biya, et je vais aller jusqu'à la fin de mes jours. Et personne, j'ai dit alors personne, aux grandes personnes, ne pourra venir m'influencer de quelque manière que ce soit, par quelque méthode que ce soit. Voilà qui est clair. Voilà. Et c'est important, cette mise au point-là. On a permis le respect des opinions. Est-ce que la réaction peut nous proposer la grande une du journal qui parle justement d'une autre opinion, celle de Francis Nganou? Si Paul Biya était mon père ou mon grand-père, je ne lui aurais pas conseillé d'être candidat. C'est ce que Francis a dit au cours d'une interview accordée à notre frère et ami Jean-Bruno Taille, qu'on salue d'ailleurs. Il nous suit de l'autre côté, au bout du monde là-bas. Respect des opinions. Mais beaucoup des camarades de Lucien Bidima ont de la peine à respecter l'opinion de Francis Nganou. Il est traité tous les noms d'oiseaux parce qu'il a fait cette déclaration que la réalisation va maintenir en lucarne. Pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas son opinion? Non, il y a deux manières. Hein. Respecter l'opinion et pouvoir donner aussi son avis. Quand quelqu'un a donné son opinion, c'est deux choses différentes. Parce qu'il faut aller. Il faut aller dans le sens où, quand on atteint une certaine dimension, comme Francis Nganou, on doit savoir qu'à chaque fois qu'on va prendre une position, cette position-là peut peser sur la vie nationale. Imaginez un peu Samuel Eto'o demandant aux jeunes d'aller casser. Les jeunes vont aller.
Parce qu'il supporte non, je donne un exemple extrême. Alors, mais j'ai dit pourquoi? Parce que ces gens, que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit Francis, que ce soit les autres grands leaders, ce sont les leaders d'opinion qui sont suivis par des millions de personnes. Donc, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est plus libre. On n'est pas M. Bidima, on n'est pas je ne sais pas qui. Bon, ben, je peux dire, même moi, à mon niveau, si aujourd'hui je commence à insulter un homme politique, ça peut peser sur mon parti politique. Ça peut peser sur les opinions du président de la République que je supporte. Ça peut peser sur un certain nombre de personnes. Donc, quand Ganou prend sur lui de dire un certain nombre de choses, à partir de ce qu'il représente aujourd'hui au niveau du Cameroun, parce qu'il est quand même sans dire que, voyez-vous, quand Ganou fait ses combats, nous restons éveillés des heures et des heures, par patriotisme, parce qu'on l'aime, mais parce qu'au moins il représente le Cameroun, il porte le drapeau camerounais. Mais à partir de là, je crois qu'il faut être lui. Si j'avais à donner des conseils à Ganou, il faut qu'il soit totalement réservé. Pas totalement, réservé soit-il. Sauf s'il décide de... Attendez, sauf s'il décide de venir en politique. Parce que ce qu'il a dit, il a attaqué un parti politique. Il a attaqué le président Paul Biya. Non, quand vous attaquez le président Paul Biya, vous ne vous attendez pas à ce que... Il a dit que vous n'avez pas attaqué. Ou son petit-fils. Non, il nous donnerait ce conseil, quand vous attaquez le président Paul Biya, vous attaquez directement M. Bidima. Il va vous répondre. Mais il n'a pas politique. Il n'a pas gagné l'élection. J'ai dit ceci. Nganou n'a vraiment pas de leçon à donner au président de la République. Le président de la République est un homme complet, un homme entier, un homme qui peut prendre ses propres décisions. Et moi, je m'insurge contre cette attitude de l'âge, ce complexe qui commence à s'installer au Cameroun entre ceux qui ont un certain âge et les plus jeunes, etc. On oublie que quelles que soient les conditions, dans 20 ans, Jean-Jacques, vous ne serez pas ce que vous êtes. Mais vous ne voyez pas que dans cette sortie de Ganou, qui est également un fils du président Biya, qui peut entrer au palais quand il veut, qui peut être reçu par les enfants du président Biya. Est-ce qu'on ne voit pas dans sa sortie l'envie d'un fils ou d'un petit-fils à vouloir protéger quand même son père ou son grand-père? Non. Parce qu'on le voit quand même. Non, le président Paul Biya n'est pas au niveau du grand-père ou du père. Le président Paul Biya, c'est un chef d'État. Il faut commencer par le respecter comme tel. Il est un père aussi. Non, c'est un chef d'État. Il faut commencer par le respecter comme tel. Et surtout, nous sortons d'une situation post-électorale où le président Paul Biya lui-même, il a demandé l'apaisement. Il ne faut pas mettre l'huile dans le feu. Il ne faut pas dire un certain nombre de choses. Oui, parce qu'il sait immédiatement que ça va être clivant. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des paroles. Pourquoi ça fait jaser tout le monde? Pourquoi ça vous dérange? Non, c'est tout simplement parce que je continue à dire, Ganou n'est pas n'importe qui. Justement. Ganou, sa parole porte tant sur le plan national que sur le plan international. Et vous voyez un peu, quand Ganou fait un combat, je peux vous dire, à travers le monde, c'est des centaines de millions de personnes qui le regardent. Est-ce qu'il soit hypocrite? Non, ce n'est pas un problème de se taire, c'est un problème de savoir que lorsqu'il prend une position purement politique, il faut qu'il s'attende à ce que les hommes politiques, peut-être tous les hommes politiques ne sont pas comme moi, qui peuvent être un peu polis, qui peuvent être intellectuels, qui peuvent prendre des choses avec hauteur. Moi, j'aurais pu être comme tout le monde. On aurait pu passer ça comme un phénomène. Aujourd'hui, on n'en parlerait même plus. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que quand même, ça ferait mal. Ça fait mal parce que j'ai dit, Nganou est suivi. Nganou, le Cameroun a donné. De sa part, on peut pas dire que tout donner parce que il faut aller dans le fait qu'Nganou aujourd'hui représente quand même l'exemple de témérité, l'exemple de courage, l'exemple, tous les exemples qu'on peut donner. Mais on ne peut pas accepter qu'à un moment donné de notre histoire, que certains leaders prennent certaines positions qui peuvent justement être comme des positions clivantes. D'accord, aujourd'hui, tout le monde le parle. Mais bon, s'il décide de venir en politique, il faut qu'il s'attende à ce que... C'est quoi venir en politique? Non, venir en politique, c'est de prendre des positions tranchées. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez... Alors, je finis par là. Est-ce que vous vous souvenez que dans d'autres pays, il y a eu certains hommes, c'est-à-dire un président de la fédération, comme en France, qui prend une position ou alors qui a un certain comportement, on est obligé de le virer par rapport à l'éthique qu'il représente. Donc, je dis que Nganou n'est pas n'importe qui. Vous acceptez que le président de la fédération camerounais de football, lui, prenne position?
qui est le soutien de Paul Biya. Le président, c'est bon, ça passe. Le président de la Fédération camerounaise de football ne s'en cache pas. C'est pour cela que je dis, parce qu'il est capable de s'assumer. Samuel Eto'o n'a jamais mis de côté le fait, c'est-à-dire son idéologie a toujours été claire. Il supporte, il soutient le président Paul Biya. Voilà. Et c'est clair. Bon, alors, si Nganou dit qu'il ne supporte pas, soutient pas le président Paul Biya, mais il faut qu'il s'attende à notre réaction. D'accord, la réaction le président Paul Biya. Hubert Volo, est-ce que vous comprenez la réaction des gens qui réagissent comme Lucien Bidima après ces propos de Francis Nganou, qui dit clairement que si lui il était en tout cas fils ou petit-fils, il aurait demandé à Paul Biya de ne pas être candidat à cette élection. Il n'a pas dit qu'il est contre la victoire de Paul Biya. Moi, je comprends parfaitement la réaction des gens qui s'offusquent de ce que Francis ait émis une opinion. Ces gens sont particulièrement du RDPC. Et quand vous connaissez la trajectoire du RDPC, vous savez que c'est un parti qui n'aime pas la démocratie. C'est un parti qui n'aime pas que les gens s'expriment. Tandis que quand vous allez de l'autre côté, finalement, vous devenez minimalement l'homme à battre. Vous n'avez qu'à voir les amis d'hier qui ont décidé de traverser. Vous savez qu'en 2011, jusqu'en 2011, M. Maurice Kamto était l'un des plus bons ministres de ce pays, il était un bon juriste. Et bien, dès qu'il a décidé de challenger M. Biya en 2018, on a commencé à vous rappeler qu'il a volé l'argent de 14 milliards dans le code, si quoi et tout. On vous rappelle les choses, c'est pareil, on a entendu... Comme c'est tous en train de rappeler, oui. Hier tu as été protégé après un accident. Après, vous savez que après 35 ans d'amitié, de copinage, de soutien indéfectible du président de la République mené par Issa Chiroma, dès qu'il a commencé à rappeler que le président Biya est devenu inaccessible, il a même dit qu'il avait l'impression que le président Biya est devenu autiste. Les monsieur Bidjima et les autres n'ont pas hésité de rappeler que monsieur Chiroma n'a jamais été un patriote, un ensemble de choses comme ça. Et donc, moi je comprends donc que dans une opinion émise par Francis, qui est l'expression même de la liberté de quelqu'un qui ne doit rien à personne, il vous dit que s'il avait été, il dit d'ailleurs qu'il n'a pas voté, il dit que s'il avait à voter, il n'aurait pas voté pour tel. Autant il y a des compatriotes qui disent clairement que sinon qu'à voter, sinon s'il n'avait qu'un seul candidat à choisir, il choisirait M. Biya. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il le dit, il devient décidément, et comme dit M. Bidjima, un adversaire politique. C'est une opinion qui pourrait être une orientation de vote si on était en moment électoral. Et il fait après le vote. Et là, il y a les élections législatives. Non, là c'est différent. C'est après le vote, il vous dit, et il évoque il met sur la table des arguments que beaucoup de personnes partagent. Vous savez que nous tous, nous avions dit que, pour deux choses. Un, pour avoir mis beaucoup de temps au pouvoir, 43 ans comme président, et peut-être 20 ans, ou alors, je ne sais pas trop combien, 15 ans comme ministre et autres. Cumuler une soixantaine d'années. Oui, que ça, du point de vue de l'image. Ça devient de l'espérance. Non, du point de vue de l'image. Monsieur, permettez, j'étais tout tranquille quand vous parliez tout à l'heure. Du point de vue de l'image, ça pose un problème. Et vous savez, c'est de l'autre côté. Les arguments qu'ils évoquent, ils ne parlent même pas trop des éléments structurels de notre pays. Ils vous rappellent que c'est 43 ans au pouvoir, 93 ans. C'est-à-dire que, voilà ce qu'on met déjà sur la table. Et c'est pas bon. M. Nganou vous dit donc que si M. Biya avait été son père ou son grand-père. J'adopte, encore lui vient dire ce que nous disons depuis, que M. Biya, avec tout le respect qu'on doit aux personnalités, aux personnalités de son âge, si nous avions un conseil à lui donner, encore qu'il en a besoin, la preuve, il a entouré le conseiller. Conseiller ci, conseiller ça. Je rebondis directement à ce que vous disiez tout à l'heure, qui n'a pas besoin de conseiller. Il dit, dans la structuration du pouvoir, il y met, il a des conseillers. Donc si nous avions un conseil à lui donner en tant que Camerounais, fils de ce pays, qui voulons apporter, impacter, qui avions le souci de l'image que nous renvoyons au monde, nous lui aurons dit, monsieur, après 43 ans de pouvoir, il est bon
que vous vous reposiez. Vous reposiez. La première chose. La deuxième, c'est qu'au vu de ce que nous observons que votre âge avance, on voit clairement comment vous disparaissez aussi de la scène publique. C'est pas moi qui le dis. Vous avez clairement vu les 10 derniers, ou alors les 5 derniers, 20 mai. Comment est-ce que nous qui payons à son temps de l'amour, de l'envie à regarder le président de la République, par exemple quand il faisait la patrouille, c'est pas qu'on a revu le couple à pied devant les militaires, nous on ne le voit plus. Maintenant c'est un véhicule qui le transporte. Nous qui aimions à l'époque que la CR TV zoome son image, on voyait envie de chanter Paul Biya Shoga. Maintenant on voit comment est-ce que on ne nous montre plus. On est d'accord qu'il y a nous qui voulons, on a compris cela, pas besoin de faire un schéma particulier. On a compris tout cela. Je finis donc pour dire Francis, il parle de père, de grand-père. Il ramène cela à la famille en espérant esquiver le volet politique parce qu'il y a l'homme, Paul Biya qui mérite quand même du repos. Et vous savez que avant Francis, vous me direz tout ce que vous voulez, la fille du président, tant que a dit à mon Dieu Vision, c'était parfait que son avis, c'est que son père ne se présente plus. Et Francis qui est dans le même giron, puisque de toute façon, on a vu comment il raconte le fils de l'autre. Il a d'ailleurs dit qu'il mange avec lui. Il se voit. Et qu'il n'y a rien à lui reprocher. Il a même défendu aussi. Dit que lui, en tant que, sans être corrompu, parce qu'en réalité, et vous comprendrez que ce sont les esprits corrompus qui s'attaquent justement à la position de Francis. Ceux qui sont dans la mendicité de positionnement, qui s'attaquent à ça parce que... Donc vous ne voulez pas que lui dise quelque chose que nous ne sommes pas capables de dire. Oui, mais quelque chose qui n'est pas forcément dans son sens. Les gens on devient mendiant et lui n'est pas mendiant. On devient... Parce que dans le parcours de Francis Ngannou, il y a quelque chose de particulier. Si le Cameroun lui a donné quelque chose, c'est la vie et la nationalité. Oui. Mais son parcours, il faut rappeler qu'il est allé en aventure passant par le désert. Il aurait pu perdre la vie et c'est de l'autre côté qu'il a réussi. Donc quand il revient, en fait, il est libre de dire des choses. Et il n'a pas accepté de prendre une autre nationalité alors qu'il y avait des propositions. Dieu seul le sait. Donc quand il dit des choses, en réalité, s'il y a une voix autorisée en la matière, c'est Francis. Massok Thomas, bonsoir. Ngannou est libre d'exprimer ses opinions. Malheureusement pour les militants du Grand Rassemblement qui peinent à l'avaler parce que grand laudateur du patriarche qui pour eux est l'alpha et l'oméga. C'est Massok Thomas qui observe cela. Au épisode de la peine à accepter cela. Bonsoir. Demandez un peu au type du RDPC que le Cameroun a fait quoi. D'accord, Hubert a déjà anticipé. Pour Ngannou, juste une question. Bonne soirée à vous. Merci de rester suivre ce programme et de partager ces moments avec nous. Moi-même, je d'accorise, c'est un verbe purement camerounais. Vraiment, ne nous demandez pas si l'Académie française a adopté cela. Il dit qu'il d'accorise, donc il est d'accord avec les propos de Ngannou. Le président Biya n'appartient plus ni au RDPC uniquement et à sa famille nucléaire. Il est notre bijou. Il met bijou en gras et en majuscule, bijou commun, c'est-à-dire père et grand-père. Il a droit d'être hors du stress et pression politique des gens en quête de postes comme ce Bidima, d'accord, qui croit qu'il peut remplacer le très valeureux Moukoulou Vondor. Toi, tu vois ça loin, hein? Bidima, ouais, Ngannou a raison. Claude depuis aider un militant RDPC depuis 1985. Il veut te dire que lui, il est un militant avant toi. Et qu'il est d'accord quand même avec Ngannou. Gisèle, je voudrais comprendre jusqu'où peuvent aller les réactions des gens du RDPC. Doit-on prendre ça pour une menace? Christian Andela de Lokbaba, nous disons qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément du RDPC, qui disent être les défenseurs de la République. Il y a une nouvelle génération d'une brigade spéciale qui dit défendre la République et qui est contre cette brigade spéciale-là, Francis Ngannou. Bonsoir Jean-Jacques ainsi qu'à tout ton panel. Il faut comprendre le contexte des propos de Ngannou. Il est interviewé par qui? Ben, par un journaliste. Un opposant. Un journaliste. Mais opposant. Comment ça, opposant? Et qui peut le traîner n'importe où, a dit n'importe quoi, ça qu'il ait eu. On vous connaît pour les journalistes. La réponse d'un journaliste. Qui est un opposant. Et la réponse de Francis à l'une des questions était claire, il a montré qu'il est très grand. Voilà. Il dit un opposant du village. Pourquoi il ne dit rien du président du Sénat? Alain Dessens, mais on ne lui a pas posé une question sur le président du Sénat. Et pourquoi il n'a pas posé la question sur Paul Biya? Il a répondu sur Paul Biya. Jean Bounota, c'est un très grand journaliste, un très grand intervieweur, vraiment, en matière d'interview. Il n'y a pas beaucoup à redire lorsqu'on suit
Le journaliste. Tu dis qu'il est opposant. Non, moi je parle du journaliste. Moi je c'est vous qui savez tout opposant à journaliste. Bonsoir, Jean-Jacques Zé à tout un panel. Moi je pense que Nganou ouvre un débat important sur la nécessité d'alternance et de renouvellement au Cameroun. Son message est nuancé car il ne diabolise pas Biya, mais souligne qu'aucun dirigeant ne devrait s'éterniser au pouvoir. Cette sortie a un fort impact symbolique, notamment auprès de la jeunesse qui voit en lui un modèle de réussite et d'audace. Toutefois, en tant que figure influente, ces mots peuvent aussi polariser certains, y voyant une prise de position légitime, d'autres une critique venant de quelqu'un vivant hors du pays. Globalement, sa déclaration reste bénéfique au débat démocratique car elle encourage les Camerounais à réfléchir sérieusement sur le changement et à la gouvernance. C'est Junior depuis Biémassi. Merci pour ce message qu'on a pris la peine à lire intégralement. Bonsoir, je fustige les 2 poids 2 mesures de M. Bizima et de RDP6. Samuel Eto'o, Rigobert Song et de nombreuses autres personnalités soutiennent le président Biya. Là, c'est normal. Ça ne vous suffit pas. Dès que Nganou donne son avis, c'est un problème. N'est-il pas libre? Ne sommes-nous pas en démocratie? C'est de la dictature, M. Bizima. Vous voulez absolument nous imposer, M. Biya, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors que lui-même veut qu'on retienne de lui qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. Laissez Nganou tranquille, n'a fait que dire ce que tout le monde pense, y compris même certains RDP6. Bonne émission, Fly, du côté de Vogbeti. Jean-Jacques Béa, sur cette question, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Francis Nganou relativement à cette sortie? Ce qu'on reproche à Francis Nganou, c'est sa franchise, Jean-Jacques Zé. C'est un délit, la franchise? Non, c'est ce que les gens reprochent à Francis Nganou. Et certaines personnes, ici sur ce plateau évidemment. Vous savez, Jean-Jacques Zé, Francis Nganou n'est pas n'importe qui. Ça, il faut d'abord le dire. Francis Nganou est maître de ses mots, est maître de sa parole. Et personne ne peut enseigner à Francis Nganou ou dire à Francis Nganou ce qu'il doit dire lorsqu'on lui pose une question. Francis Nganou a été clair dans l'interview. Parce que les gens s'arrêtent sur ce qui crée polémique. Oui. Francis Nganou a dit si il met la conditionnalité. Francis Nganou n'a jamais dit M. Biya n'est pas président de la République. Il n'a jamais n'a pas gagné les élections. Il ne l'a jamais dit. Puisque d'ailleurs, moi qui suis assis ici, je dis, M. Paul Biya, pour moi, ne soyez plus président de la République. Et ça, ce n'est pas un crime de le dire. Maintenant, ceux qui font assez de bruit, Jean-Jacques Zé, c'est parce qu'ils se cachent derrière l'image du chef de l'État qui aujourd'hui, ils même savent qu'il est diminué et ne peut plus répondre à 100% aux besoins des Camerounais. Vous savez, Jean-Jacques Zé, moi, j'écoute le chef d'État. Et son discours, lors de son investiture, lorsqu'il parlait dans son discours, on ressentait un homme qui est en train de nous donner un aveu d'échec. Ah bon? Parce que Jean-Jacques Zé, quand on évoque Dieu, quand un homme, un roi, un président de la République évoque Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire que Jean-Jacques Zé, pendant 43 ans, il a tenté, mais aujourd'hui il remet à Dieu. Ça veut dire qu'il montre ses limites en tant qu'humain. Et ça, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte sur plusieurs angles. Et ne pas incriminer le jeune Francis Nganou, qui lui ne fait que par dire ce qui se dit au quartier, ou ce que ses frères, ses soeurs, parce que Francis Nganou ne vit pas dans un no man's land. Il a quand même des frères, il a les soeurs, il a une famille, il a les amis camerounais. Quand ils s'asseyent, ils discutent, ils parlent et ils essayent ensemble de comprendre la situation du Cameroun aujourd'hui. Mais ce qui est d'ailleurs important, Jean-Jacques Zé, c'est que quand on aime une personne, on dit la vérité. On dit la vérité. On dit, papa, ce que tu as fait là, moi, je ne veux plus que tu sois chef du village, ou chef, pardon, laisse-la faire là. Mais si papa me dit, je me sens encore frais, il dit, ah, ça va, cette honte-là, tu vas l'assumer. Mais ce n'est pas un crime que de le dire, Jean-Jacques. Mais on a quand même l'impression, Jean-Jacques Béa, que c'est un Francis Nganou plutôt protecteur, puisqu'il se met un peu dans la peau de la famille, en rappelant peut-être que la famille devrait être la première à agir pour protéger quand même quelqu'un qui a donné tout pour le Cameroun. C'est Francis Nganou qui vous dit qu'il déjeune avec le fils du président, Franck Biya. Ça veut dire que dans leur discussion, ça revient souvent. Ça, il a été clair. Mais maintenant, j'aimerais dire aux Camerounais, vous du RDPC,
ou des partis politiques qui incriminent la sortie de M. Fassine Ngannou, vous n'êtes personne pour lui faire des reproches. Il a dit ce qu'il avait à dire, car il ne vous doit rien. Et que ce soit son parcours, juste sa naissance, Fassine Ngannou n'a que pour Cameroun être né au Cameroun. Et j'ai suivi des gens dire que le sable ne peut qu'être le sable. Jean-Jacques Zé, à un moment donné, il faut protéger les icônes. Ah mais c'est grave. Monsieur Bidima tout à l'heure a dit qu'il faut protéger les hommes politiques. Mais moi j'ai dit je ne protège pas les hommes politiques, Jean-Jacques Zé. Avant d'arriver là-bas. Je protège les icônes et les élus. C'est pourquoi... Ah, vous ne vous protégez pas. Je ne protège pas les hommes politiques. Donc vous ne protégez pas. Parce que... Il faut être élu pour être protégé dans ce pays. Écoutez Jean-Jacques Zé. Ah, vous ne protégez pas Ismaël? Écoutez Jean-Jacques Zé. Les icônes, les élus représentent le Cameroun, sont les ambassadeurs de notre pays. On peut les protéger, les autres ne les protègent pas, c'est ça? Écoutez Jean-Jacques Zé. Ouais, je veux bien comprendre. Écoutez Jean-Jacques Zé. Un élu est un homme politique. Oui. D'abord. Maintenant, mais il exerce la fonction d'élu. Il a eu un suffrage de la population et de ce fait, il faut respecter cela. Oui. C'est comme une icône qui allait porter le drapeau du Cameroun, le vert ou jaune, ou d'autres qui le critiquent ne peuvent pas arriver. Aujourd'hui, M. Ngannou fait énormément pour le Cameroun. Et s'il le dit, parce que le chef d'État lui-même dans son discours a dit qu'il faut une réforme de l'État pour s'arrimer au contexte mondial, Jean-Jacques Zé. Je suis en train là de citer le président de la République. Au contexte mondial. C'est-à-dire que lui-même il sent que aujourd'hui l'État du Cameroun doit s'arrimer. Et quand on dit s'arrimer, ça veut dire que se mettre au niveau, se mettre à la hauteur et sortir de la léthargie que nous voyons. Et que lui-même d'ailleurs, Hubert l'a rappelé, 5 ans aujourd'hui, 6 ans aujourd'hui, est dans cette léthargie. Peut-être, je vous ai dit, son discours est un discours d'aveu. De dire, mes frères, mes chers compatriotes, moi le président de la République, j'ai essayé, aujourd'hui j'ai besoin de vous plus que jamais. Et nous donc, les jeunes chefs de l'État, vous êtes président de la République du Cameroun, mais laissez-nous nos opinions. Et je tiens à rappeler, Jean-Jacques Zé. Le président n'a pas été contre l'opinion de Quand je dis président de la République, je parle du président de la République qui est président de la République du Cameroun. Je dis qu'il nous laisse être patron de nos opinions parce qu'il est le président d'un parti politique qui est le RDPC. Où il y a les militants du RDPC. Il ne s'est pas exprimé. Monsieur Jean-Jacques Zé. Il n'a pas contredit ou contesté les propos Monsieur de Jean-Jacques Zé, il est quand même un leader. Il est quand même le leader d'un parti politique. Puisqu'on peut tout dire, il est le président du RDPC. Parfois ils disent le président naturel du RDPC. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit. Voilà. Mais on a vu des gens qui se disent être de son parti sortir en cascade pour fustiger la position de Fassine Ngannou. Fassine Ngannou est une icône. Il faut le protéger. Aujourd'hui, il a dit ce qu'il a dit. Mais d'ailleurs, nous, en tant que jeunes, nous reconnaissons. On va me dire que la jeunesse n'est pas un projet. La jeunesse n'est pas... n'est pas la panacée des idées. Donc, mais je pense quand même que les propos de Francis Ngannou, c'est un citoyen camerounais, icône, d'accord. Vous allez réagir, il n'y a pas de problème. Alors, si Ngannou avait dit que le président est beau ou félicité, il n'y aurait pas eu de problème. Ce monsieur du RDPC dit une chose et son contraire. Je suis Emmanuel Meta, qui revient un peu sur ces 2 poids, 2 mesures qu'on semble observer. Des icônes qui soutiennent le président Paul Biya, leur champion, n'ont pas de problème. Mais quelqu'un qui donne un avis, et même que l'avis de Francis Ngannou, il n'a pas appelé à ce qu'on vote quelqu'un d'autre. Il n'a même pas battu campagne, il n'a pas appelé qu'on vote quelqu'un d'autre. Bonsoir, M. Zé, Armel Depuis et Somba, par rapport à la prise de parole de Ngannou, n'a pas sa place lors des élections. Il n'a pas exercé son devoir de citoyen. Donc venir aujourd'hui donner leçon, c'est provoquer la colère du peuple. Alors c'est qui le peuple? Nous voulons la paix. En plus, dis-lui de chanter l'hymne national. Je ne sais pas, est-ce qu'il a un problème avec l'hymne national, Francis Ngannou? Amel qui revient par rapport à la thématique du jour. Ngannou devrait se rappeler qu'il y a quelques mois, voilà, ça arrive, ce dernier a percuté une dame. Demande-lui pourquoi il se trouve dehors actuellement. D'accord, je savais que c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est Hubert qui le disait tout à l'heure, que bon, on sait qu'on te tient quelque part. Bonjour, le RDPC est rempli d'hypocrites et d'égoïstes. Un poids, 2 mesures, vous lui parlez de Samuel Eto'o, là, ça ne fait pas problème. Mais Ngannou, c'est le diable. Et qu'est-ce que M. Bidima en dit lorsqu'il a défendu Franck Biya? Benoît de Douala, oui, parce que dans cette interview là également, il dit des bonnes choses concernant Franck Biya. Bonsoir. Francis est tombé dans le jeu piège
de ton collaborateur journaliste, car naturellement, Jean-Bruno Tagne, derrière sa question, devait faire une transition sur Samuel Eto'o, sachant ce qu'est l'image internationale de Francis et ce que représente sa prise de parole, surtout avec le contexte actuel dans notre pays. Il y voit un piège, et il y voit derrière ce piège-là une transition pour parler de Samuel Eto'o. Bonsoir, le grand soir et tout le panel. Ce que Nganou subit aujourd'hui est la manifestation de l'inculture et l'intolérance politique des Camerounais. Souvenez-vous de ce que Samuel Eto'o et continue de subir aujourd'hui pour avoir déclaré son soutien au président Biya en 2018. Ferdinand, depuis Yagua, vous avez fait jusqu'à Samuel n'a pas battu campagne. Bonsoir le panel. Je suis un ancien sportif de haut niveau, celui qui attend Francis Nganou être fervent supporter du RDPC, se mettre le doigt à l'œil. Son parcours et sa vie expriment la vie d'un Camerounais ayant subi le Cameroun sur toutes ses formes. Alors, n'attendez pas grand-chose d'un gars qui a Bossa. Bossa, c'est ceux qui voyagent. Hein. Ils prennent le désert ou la mer. On les appelle les Bosailleurs. Voilà, ils prennent le désert ou la mer. Francis, lui, il est passé par le désert. Ouais. Voilà, donc il a Bossa. On se comprend maintenant pour ceux qui nous regardent en Guinée équatoriale et ailleurs à cause de la misère. Il dit encore, je d'accorise vraiment, venons au verbe conventionnel, qu'il est d'accord avec la déclaration Ekwala depuis Yaoundé. Bonsoir. Jean-Jacques, là c'est un peu long, et ton éminent auditoire, j'éprouve une profonde affliction pour notre pays où la confusion règne en maître et où l'on s'oppose à autrui pour un oui ou pour un non. L'angle sous lequel Nganou aborde la situation me semble pour ma part davantage relever d'une volonté de protéger le patriarche, aujourd'hui en but à toutes les critiques. Nous pouvons compter sur les doigts d'une main ceux qui parmi nous comprennent véritablement la géopolitique et ses enjeux. Pourtant, si l'on devrait examiner en profondeur les causes profondes du funeste état de choses au Cameroun, personne n'en sortirait indemne. C'est un peu long, on a compris cela. Il y a phare. Monsieur Bidima. Alors, je voudrais dire quelque chose. Oui. Je rappelle aux jeunes, Jean-Jacques apparemment, oui, que lorsque nous sommes devant les médias, il faut respecter les gens. Vous ne pouvez pas venir à Mondiovision dire que ceux qui ont critiqué la position de Nganou, qu'est-ce qu'ils ont fait, sont les qui. Mon fils, je te rappelle que j'ai 4 Master 2, j'ai 17 diplômes. Alors, permettez, je vous ai écouté. J'ai 4 Master 2, j'ai un 2A et j'ai 17 diplômes. D'accord. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a 35 ans d'expérience dans la gestion des affaires publiques, tant au niveau des impôts qu'au niveau de la sécurité sociale, qu'il est n'importe qui. Je porte le drapeau camerounais là où je suis. Monsieur Jean-Jacques Zé, vous êtes un journaliste émérite, vous êtes connu à travers le monde. Là où vous êtes, vous portez le drapeau camerounais. Absolument. L'autre Jean-Jacques, il est quelqu'un de très suivi, il porte le drapeau camerounais. Alors ne venez pas nous imposer d'une manière ou d'une autre, parce qu'un Nganou bagarre, et que effectivement il est arrivé à un certain niveau. Bagarre pour vivre, et que vous veniez dire que quand Bidima parle, Bidima est qui devant Nganou? Vous croyez que le vrai jeune, l'expérience d'un vrai jeune, c'est être comme M. Bidima qui est parti à l'école, qui a fait ses classes et qui a géré l'administration publique. Et ceux qui critiquent, apparemment M. Nganou, non, la capacité d'écoute est très importante. Je vous ai suivi. Mais je vous écoute. Alors, mais, je dis, il faut éviter cela. L'orientation de la jeunesse aujourd'hui est dans le travail. Ce n'est pas pour bagarrer. Non. Il ne faut pas me ramener à cela. C'est pas la bagarre. Alors, non, il ne faut pas me ramener à cela. Alors, mais je dis, j'ai le droit de donner mon point de vue. Vous n'allez pas me demander à M. Bidima de s'accorder à ce que M. Nganou a dit et qu'un jeune homme vienne à me dire que non, ils sont les qui. Et non. Il faut respecter. Et quand vous nous invitez, quand vous allez nous inviter au niveau des plateaux, il faut vraiment que le casting soit bien clair et que il faut qu'il y ait le respect. Alors je veux parler de la jeunesse. Regardons un peu la dernière élection présidentielle. Qui était premier? Un homme de 93 ans, comme vous voulez le dire, avec 53%. C'est pas nous qui disons. Qui était deuxième, alors que toute la jeunesse camerounaise a voté. En fait, ceux qui avaient l'âge de voter. Oui. Qui était deuxième? Un homme de 80 ans. Et qui était troisième? Un jeune. Et il avait quel pourcentage? 3%. Et le moins jeune, le plus moins jeune, n'avait même pas 1%. Alors, mais c'est de l'hypocrisie, ça.
on ne viendra pas nous reprocher aujourd'hui, ou reprocher le président Paul Biya, alors que les mêmes jeunes là, il y avait un jeune, alors les gens se seraient levés et nous dit que non, nous on supporte ces moins jeunes là qui avaient à peine 35 ans. 37 ans. 37 ans. Oui, il a eu combien? Il n'a même pas eu 1%, Jean-Jacques Zé. Donc laissez-nous cette hypocrisie-là. Devenez nous dire que non, vraiment le président Paul Biya ne mérite pas, il devait aller se reposer. Alors que quand on regarde dans la strate, les gens qui ont voté Paul Biya, il y avait les jeunes qui croient encore à Paul Biya. Donc ne faites pas comme si le président Paul Biya, il n'y a que les vieux qui l'ont voté. Je suis pas d'accord avec vous. D'accord. Il y a les jeunes qui l'ont voté, les jeunes qui continuent à croire au président Paul Biya. Parce que le président Paul Biya a dépassé la dimension physique humaine. C'est déjà une philosophie. Le président Paul Biya est en lui seul une garantie de la liberté, la garantie de la paix, la garantie de la stabilité, la garantie de l'espérance et la garantie de l'apaisement. En lui seul, il résume tout cela. Donc un jeune aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé dans les crises post-électorales, le président Paul Biya n'a même pas dit un seul mot. Mais on a envoyé ces jeunes-là, parfois les jeunes de moins de 20 ans, à les casser. Je vais vous dire quelque chose, on va rentrer dans le sujet. C'était très difficile même de venir faire votre émission. Alors mais j'ai dit, c'est lui qui a la maturité. Ceux qui disent aujourd'hui Paul Biya c'est la maturité. Alors mais j'ai dit, on peut tout faire. Mais ne venez pas me dire, moi, Bidima, que je suis n'importe qui, parce que je donne mon opinion. Nganou, je ne le critique pas. Nganou a porté le drapeau du Cameroun. Et ton fils a porté le drapeau du Cameroun. Nilan Roja a porté le drapeau du Cameroun. Tobo encore l'a fait en son temps. Bidima aussi le fait en son temps. Parce que Bidima travaille très dur pour ce pays. Pour que le pays avance. D'accord. Jean-Jacques Zé le fait. Alors, mais je conclue en disant que ne venez pas nous imposer que M. Nganou, lui, a le droit de critiquer. Et que Bidima, lui, n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec lui. On a compris ça. Et qu'on dise que lui, il est parti par le sang. Non. Est-ce que cette critique... Attendez, je dis, je ne suis pas... Lucien, d'accord, Lucien, on comprend cela. Tout à l'heure, les téléspectateurs ont posé la question sur le 2 poids 2 mesures. Vous avez parlé... J'ai le droit de soutenir Samuel Eto'o. Parce qu'il est de mon bon politique. On a compris. Parce que moi, si je supporte le président Paul Biya, la même personne que je supporte. D'accord. Ne me demandez pas de ne pas le supporter. Et si Nganou ne supportait pas le président Paul Biya, ne me demandez pas de le supporter. D'accord. Permettez que j'aille jusqu'au bout de la question. En même temps, lorsqu'on vous parle de Jean-Bruno Tagneux, vous le renvoyez à l'opposition. Vous dites que c'est un opposant. Vous acceptez quand même que certains qui semblent... Je ne mets pas en cause... journalistes. Je ne mets pas en cause... Vous avez dit qu'il est un opposant. Non, il est opposant. Mais je ne mets pas en cause le fait que Jean-Bruno Tagne, sur le plan journalistique, reste l'un des plus grands journalistes. Absolument. Mais ne mettez pas aussi de côté le fait que Jean-Bruno Tagne, c'est un opposant. Qui peut tenir Nganou n'importe où avec ses questions orientées ou désorientées. D'être opposant? Non, ça ne fait pas opposant. Mais il peut désorienter Nganou. Pourquoi maintenant on prend ce petit bout-là? Et pourquoi on ne dit pas... C'est le bout qui vous a irrité. Non. C'est le bout qui vous a irrité. Non, il fallait tout dire. J'ai dit, il faut faire attention parce que même quand Jean-Jacques Zé même vous posez une question, si vous n'êtes pas un féru de la politique, vous pouvez tomber dans son piège. Non, c'est pas alors, j'ai dit, c'est une question simple. J'ai dit, et je conclue. Je conclue là. Je dis, Nganou a donné son opinion comme des millions d'autres Camerounais. D'ailleurs, il faut dire que lors de la dernière élection présidentielle, c'est donc recevable. Des millions d'autres Camerounais qui le comprennent, c'est son opinion, ça n'appartient qu'à Nganou. C'est recevable. Mais, je dis, quand Nganou a dit cela, je ne prendrai pas un caillou pour jeter sur lui. D'accord. Si je ne suis pas d'accord avec lui, je donne les arguments qui, moi, me poussent à ne pas être d'accord avec lui. Alors, la grosse inquiétude, Hubert Volo, on peut analyser la sortie de Francis Nganou, qui n'est pas une création, hein, ce qu'il a dit, parce que ça se dit au Cameroun par de nombreux Camerounais, y compris dans le RDPC. Mais est-ce que l'inquiétude ne vient pas de ceux qui commencent à parler du village, de l'opposant, du traître qui a été soutenu d'une façon ou d'une autre par le président Paul Biya dans une affaire, dit-on, d'accident qui aurait causé la mort. Qui a causé la mort. Oui. Aurait, ça veut dire que c'est entre guillemets là. Non, on affirme lorsqu'on a tous les éléments de justice. Et on vous a dit qu'on est des journalistes. Voilà. Les hommes sont innocents. Venez donc. Voilà. Je voudrais, vous savez, nous sommes sur un plateau très sérieux, une émission de grande écoute. Et donc, ce que nous disons doit avoir de la mesure. Je vais prier l'aîné Bidima, dans sa prochaine prise de parole, de corriger une chose qu'il a dite qui, moi, me choque en réalité. Vous savez,
Quand on parle de Samuel Eto'o, il n'a pas de master, il n'a pas 18 masters, 11 DA. J'entends même qu'il a arrêté ses études en 4e. Mais son travail, c'était de taper sur le ballon. Et donc, il est devenu une icône mondiale qui est au-dessus de tous les professeurs de gloire qu'il y a dans ce pays. Non, il n'est pas au-dessus de tous les professeurs de gloire. Non. Je ne vais pas te l'accorder. Je ne peux pas te l'accorder. Écoutez que je ne peux pas. Tu n'es pas au-dessus de tous les icônes de gloire. Non. Je retire ça. Oui, voilà. C'est comme je ne peux pas retirer. On va me respecter. Je voudrais dire une chose. De toute façon, on respecte chacun dans son domaine. Je suis d'accord. Oui. De toute façon, moi, on ne m'a pas pris dans mon village en train de tailler le vin pour venir ici. C'est parce que j'ai aussi fréquenté. D'accord. Mais ça ne me donne pas le droit de venir dire que on ne peut pas, moi, Hubert Volo, faire une comparaison avec quelqu'un qui ne tape que des gens. Vous l'avez dit, c'est grave. Je trouve que c'est pas bien. Et je voudrais rappeler que... Non, il ne peut pas. Même le président dans mon domaine. Même le président de la République. Dans mon domaine. Monsieur Biya, président récemment proclamé élu, saluant Samuel Eto'o, moi j'ai observé l'autre jour, pendant qu'il vous saluait, en Foka, je dis vous, vos camarades, avec une main, à Samuel il a mis 2 mains. C'est un indicateur fort. Samuel non. Oui. Indicateur fort de la symbolique du respect. Samuel n'est pas que le football. Moi j'ai fini de le dire. D'accord. Samuel n'est pas que le football. Je ne peux pas être sur on n'est pas sur Samuel. Non. Je laisse que... Vous croyez que je vais vous dire que Nganou, lorsqu'on compare à Bidima dans son domaine, il a tapé les gens. Moi, je ne tape pas sur les gens. Je ne me compare pas avec lui dans son domaine. Mais il n'est pas un intellectuel comme moi. Il ne se compare pas avec moi dans mon domaine. L'évidence, c'est que dans... Si on prend les célébrités, de toute façon, mais la il est plus célèbre que vous. Mais c'est pas important. Revenons dans le débat de fond pour dire que vous avez posé une question très pertinente. Les éléments que les gens mettent sur la table pour convoquer le village, c'est l'illustration parfaite de l'éclatement, de l'émiettement, de la déstructuration de notre société. Elle n'est que revue sur le prisme du village, de la tribalité, du tribalisme pour être plus exact. Parce qu'en réalité, et je veux vous dire que nous tous nous subissons ça en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dès que tu prends un avis, tu émets une opinion, qui n'est pas en accord avec X. Quelqu'un est très prêt à oublier que moi j'appelle à ce que j'étais contre le président Biya, que je battais campagne contre lui. Quelqu'un va rapidement me rappeler que Vodo, c'est la même chose. Ils oublient ça. C'est un peu la société dans laquelle on est. Et quand j'entends parfois des gens qui lire les phrases minimalement bien construites avec des idées, évoquer ça, on comprend dans quel gadou nous sommes désormais. Et c'est un problème sérieux. Nganou a utilisé la sagesse. Si vous voulez qu'on parle du village, j'ai envie de dire qu'il a utilisé la sagesse. Il est devenu tout d'un coup. Pourquoi Nganou, mais mon Dieu. Nganou, dans l'orientation des votes, étant déjà, il a dit que s'il avait eu sa carte, il n'aurait pas voté le président Biya. Ça veut dire que sur les 11 autres, il avait forcément son candidat. Le choix. Nganou aurait pris son téléphone, une page suivie, en termes de centaines de milliers de personnes, indiquant que je vote pour tel. Pendant la campagne, ça aurait être un peu plus... Il n'a pas envie de dire grave, mais ça allait peut-être alimenter le pion, parce que les autres l'ont fait. On a vu le nom de Samuel Eto'o dans une commission communale de campagne. On l'a clairement vu. Voilà. Et lui, il ne l'a pas fait. Il est resté tranquille. Il n'a même pas pris position de manière claire. Il n'a juste exprimé la vie d'un fils, comment on aime à le rappeler, qui dit « Papa, tu partais même faire quoi là-bas » J'avais dit ça à mon oncle. J'avais dit ça à mon oncle. Le jour où il allait dans une cérémonie, il ne devait pas y aller. Et ça ne s'est pas bien passé. Il lui a dit « Tu étais obligé d'aller là-bas. Si ça avait été moi, je ne serais pas parti. Je t'aurais demandé de ne pas partir au vu. Ne pas l'aimer. Maintenant, j'entends que... Et puis, quand Jean-Jacques Béa a évoqué la question de conseil, ce n'était pas une attaque contre vous. Non, parce qu'il a bien dit que les gens qui disent ils sont contre Nganou, ils représentent quoi? Parce que vous-même, on peut revoir l'émission. Vous-même, vous l'aviez dit. Alors, Nganou, lui, n'a pas de conseil. Parce que vous avez dit que Nganou n'a pas de conseil à donner au président. Et je vous ai rappelé que le président lui-même, il nomme les gens pour le conseiller. D'accord. Donc, à ce titre-là, mais la canne de conseiller sportif, Nganou peut donner les conseils au président. D'accord. Bonsoir, Gégé. Nganou a donné son point de vue.
Je ne vois pas pourquoi cela devrait faire débat. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. On ne peut pas obliger quelqu'un à dire uniquement ce qu'on veut entendre. Sinon, c'est de la manipulation. C'est Roméo qui envoie ce message-là. Je prends un autre message. Bonsoir à tout le panel. Que M. Bidima aille dire ça en face de Nganou. Non, non. Je sais. On va être à beach. On ne peut pas sacrifier M. Bidima. On ne peut pas sacrifier donc Lucien. C'est des amis. On n'est pas encore au niveau là. Mais merci pour ce message-là. Ça nous met un peu de la bonne humeur. Nganou ne doit rien à personne. Donc arrêtez-moi ça. Tout a une fin. Ce n'est pas un matin. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. C'est Carl Nelson Mandela depuis Yokadouma, l'homme de Yox. On salue nos frères là-bas à Yokadouma, au quartier Relais. Voilà, on vous salue là-bas. Bonsoir Jean-Jacques, à M. Bidima, qu'il fasse un tour en Guaykele. Il verra qu'il y a des docteurs très moins jeunes que lui. Avoir 4 masters ne veut pas dire qu'on est sage dans les propos. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau. Laissez-nous avec les intimidations à 2 balles. C'est Thierry depuis Douala qui envoie ce message-là. Je me dis, vous avez beaucoup de diplômes, mais je ne savais pas. Bonsoir le plateau, au grand soir. Je suis à Maroua, depuis Maroua. Dites au représentant du RDPC qu'il ne peut pas prendre le résultat de la présidentielle 2025 pour parler de la jeunesse. Il peut crier, il peut même arracher au présentateur le micro, mais la vérité triomphe toujours. Ça vient de Maroua. Bonsoir. Alors, je cherche la dernière partie. Monsieur Jean-Jacques Zé, je tiens à préciser que je ne m'oppose nullement aux propos de Francis Nganou en tant que citoyen libre d'exprimer ses opinions. Ce qui m'interpelle davantage, c'est l'identité du journaliste qu'il a interviewé et surtout la ligne éditoriale qu'il représente. Il est essentiel de rappeler que malgré son parcours impressionnant, Francis Nganou a bénéficié du soutien du chef de l'État une fois sa notoriété acquise. En tant que personnalité publique, son rôle ne devrait-il pas plutôt consister à rapprocher l'opinion publique du politique? Malheureusement, ces propos récents semblent davantage relever d'une incitation à la défiance, voire à la révolte. Ce qui, à mon sens, nuit à la responsabilité qui incombe à toute figure médiatique influente. Alors, l'identité de l'interviewé s'appelle Jean-Benoît Taï. Il y a encore quoi dans l'identité? C'est un journaliste. C'est un magnifique intervieweur. Bonsoir à vous, vraiment l'ORDPC, c'est un parti de la honte pour le Cameroun. Pourquoi Abdoulaye, depuis Bitam, là on a traversé la frontière, on est de l'autre côté là, même de Bonsoir, c'est un faux débat. Une fois de plus, de la distraction. Il y a des militants et même des collaborateurs du président qui ne l'ont pas voté. Mais matin, midi, soir, il vous parle de très haute instruction. Il faut que les gens cessent d'être des hypocrites. Nous attendons le réaménagement ministériel. Cyril Dupuis, voilà, ça va être la thématique de ce programme. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Le monsieur du RDPC dit que les jeunes ont voté le son. Certains jeunes ont voté avec la force. Je suis une preuve vivante. Comment ça, voter avec la force? On t'a attaché, on t'a ligoté pour aller voter. De vote. C'était quoi? Non, il faut force. Monsieur Bidima n'a pas représenté le Cameroun au niveau de Francis Nganou sur la balance. Il ne pèse pas un gramme devant Francis Nganou. Son langage exprime le vrai comportement des membres du gouvernement. Il est le miroir des jeunes Camerounais des sous-quartiers qui n'ont pas la possibilité d'être allés à l'ENAM faute de moyens ou des relations Ekwala de Yaoundé. J'ai rien compris du tout. Le lien avec l'ENAM et les autres de sous-quartiers. On va prendre, j'ai vu le message d'un sous-préfet quelque part. Je vais chercher le message d'une personnalité avant de prendre la suite de l'émission avec Jean-Jacques Beya qui voulait absolument réagir. On va sortir de cette thématique de mise en bouche là. Que reproche-t-on finalement à Francis Nganou? Est-ce que ce n'est pas l'illustration de l'intolérance, de l'inculture politique et du jeu des manipulations qu'on voit sur les réseaux sociaux avec de nouveaux acteurs, influenceurs? Est-ce que ce n'est pas cela qui crée ce qu'on voit aujourd'hui? Francis Nganou n'a rien inventé. Francis Nganou a dit ce qu'il avait à dire, Jean-Jacques Zé. Et je crois, une fois de plus, la démonstration vient d'être faite sur ce plateau où les gens qui nous dirigent depuis 1960 démontrent à suffisance qu'ils ne sont pas là pour gérer les Camerounais ou pour travailler pour les Camerounais. Ils sont là pour travailler pour le peuple, non pour le peuple figure Jean-Jacques Zé. Parce que il est
assez clair aujourd'hui. Et quand on voit le landerneau politique, on voit les résultats, on comprend bien qu'il y a eu une volonté de sanctionner ceux qui sont au devant de la scène et qui représentent le chef de l'État. Jean-Jacques Zé, je vous ai dit, je n'ai pas de problème avec M. Paul Biya. Qu'il soit président de la République, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le problème résulte aux membres de son parti qui refusent ou bien qui sont s'accouboute sur la pensée unique. Et au Cameroun, en 2025, il n'y aura plus de pensée unique, il n'y aura plus de... Je sais pas, il n'y aura plus de pensée unique au Cameroun, il n'y aura plus de menaces au Cameroun. Ça ne passe plus en 2025. Et il faut dire à ces gens qui ne travaillent pas à la base, qui ne travaillent pas pour la population camerounaise, de se calmer un peu. Parce que nous, en 2025, 26 qui arrive, nous disons stop. Parce que 2025 est en train de finir. Hein. 2026 qui arrive. 2026 qui arrive, nous disons stop. Et je suis un jeune Camerounais, sorti de mon quartier, Nkolo 2, à Kola Famba, pour arriver sur ce plateau. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver sur ce plateau, mais j'y suis arrivé. Et je parle en tant que jeune Camerounais. Et je dis aux Camerounais qui m'écoutent, Francis Ganou avait la place de parler. Et je vois peu de Camerounais avoir son rayonnement à l'international. D'ailleurs, il n'est pas qu'un bagarreur. Il est président Afrique de la deuxième plus grosse ligue de MMA dans le monde. Et un bagarreur qui n'a pas le CEPE est aujourd'hui deuxième actionnaire de la PFL mondiale. Et ça, tous les gens qui ont les masters ne peuvent pas l'être. Et Jean-Jacques Zé, et ça je ne laisse pas ça passer sur ce plateau. On ne peut pas ramener un jeune Camerounais. Dans ce domaine-là, ils ne peuvent pas l'être, mais il a le master 2 qui faut. J'ai pas de problème à ça. Il faut respecter. Moi, j'ai pas de master. Voilà, donc vraiment. Donc c'est pas un problème. Là où le master est dans l'exercice du master, le master travaille le boss aussi. Il est le boss. Là où Francis Ngannou est dans l'exercice. Je parle du rayonnement international de Francis Ngannou. Est-ce que le rayonnement international est plus important dans un pays qu'une action commune pour le pays? Jean-Jacques Zé, le rayonnement international le rayonnement international sans être productif pour votre le rayonnement international apporte les devises parce que Ngannou fait qu'on connaisse le Cameroun dans la géographie et les gens viennent en tourisme au Cameroun. Jean-Jacques, je suis pas d'accord avec toi. Le rayonnement international, c'est d'abord la diplomatie, c'est d'abord ça. Parce que ça amène les devises au pays. Il y a la diplomatie, ça amène les devises au pays. De visibilité d'un pays. Ça amène les devises. On est d'accord, mais la construction d'un pays, l'agriculture qui te produit du riz, nous sommes d'accord. Vous n'allez jamais le citer à l'international. Non, mais la visibilité. S'il vous plaît. On est d'accord, il y a des investisseurs, mais respectez ceux qui font des choses que celui qui présente le drapeau au sommet du monde. Non, on respecte parce qu'on connaît dans ce pays les icônes qui n'ont rien fait. On respecte les deux. Dans la musique, comme dans le rayonnement international, dans la musique, comme dans le sport, et ils n'ont aucun apport pour le Cameroun. On est d'accord aussi là-dessus. Je suis d'accord. Voilà, merci. Non. Voilà. Donc n'insultez pas les masters. On ne peut pas. Le master a sa place. Nous en sommes titulaires, même si on n'a pas. D'accord. Ne faites pas comme le ministre qui néglige lui-même la fonction de ministre. Comment ça? Il le dit dans un discours. Suivez mon regard. Il le dit dans un discours que nous on n'est rien. C'est un ministre. Il ne peut rien faire pour son pays parce qu'il ne sait même pas dire ce qu'il représente. Il ne sait même pas dire ce que lui-même représente quand il parle là-bas. Bonsoir. Ngannou, je lui pardonne son inculture géopolitique, comme la majorité des Camerounais qui ne connaissent pas la vraie situation actuelle de notre pays au vu de la géopolitique et la géostratégie mondiale. Est-ce Ngannou et non, je ne veux pas lire le mot là, de Jean-Bruno Tagne savent ce que c'est que les accords secrets coloniaux? Que disent-ils du franc CFA? Savent-ils que c'est les accords, ce que c'est que les accords monétaires? Ngannou n'a rien à dire au président Biya. Tous ceux qui visiblement ou dans le noir combattent le président Biya n'aiment pas le Cameroun, qu'ils suivent les directs de Yassine Fouda ou du professeur Bandakani, il est un professeur, et son équipe. C'est Flavien depuis Paris, dit s'il vous plaît, il faut lire mon message, on l'a fait. Je suis votre émission en conduisant. Pas posé pour mieux rédiger, je comprends cela, soyez prudents. Que Ngannou parle de ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire les coups de poing. Non, Ngannou n'est pas seulement coup de poing. Maintenant, il est un ambassadeur sérieux. Est-ce qu'il a déjà entendu Zidane donner son avis en France en tant qu'icône, qu'il soit mesuré, qu'il soit simplement mesuré? On a lu, on a échangé sur cette question-là, mais on retient que le président, votre président national, souhaite qu'on retienne de lui celui qui est venu avec la démocratie.
et la prospérité. La démocratie, c'est le respect des opinions également, des autres. On va respirer un peu pour parler des choses des hommes. Il y a aussi les femmes dedans? Oui, les femmes dedans. Plan de vie. Oui. Lema Kouma. Oui. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Moi je suis chercheur herboriste et j'essaie d'exceller dans ce domaine d'activité qu'est la santé avec des plantes médicinales. Pour ces personnes-là qui sont victimes de chlamydia, pour ces personnes qui sont victimes des maladies sexuellement transmissibles, on leur dit simplement ce soir que c'est désormais possible d'avoir la solution du côté de ces plantes de vie pour pouvoir avoir la santé comme il se doit. Les couples là qui n'arrivent pas à procréer, les femmes là qui ont les problèmes de myome ou de fibrome et encore des clones pour boucher, c'est désormais possible d'avoir la solution avec notre produit King Fimic 24, la solution. Et aussi ces personnes là qui ont même les problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, mauvaise odeur au niveau des aisselles et mauvaise odeur même au niveau des pieds. C'est-à-dire que quand la personne se déchausse, il y a une très forte odeur qui va dégager. Avec le produit King Fimic 24, la solution, dites désormais adieu à ces différents problèmes qui vous dérangent au quotidien. Et ces hommes-là qui ont les problèmes de fatigue générale, des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, et même parfois les problèmes de manque de désir sexuel, et ces hommes-là qui ne bandent pas du, c'est-à-dire que lorsqu'il est en érection, lorsqu'il faut avoir une pénétration, il est obligé d'accompagner avec la main. On leur dit désormais que c'est désormais possible d'avoir une sexualité assez épanouie du fait que le monsieur va nettoyer son corps de manière générale sans plus avoir besoin d'utiliser des produits aphrodisiaques, encore moins les produits excitants. Parce qu'il faudrait dire que les produits excitants ou les produits aphrodisiaques sont hyper dangereux pour la santé de l'homme sur le long terme, parce qu'il attaque les nerfs et il attaque le cœur. Alors le produit King Fimic 24, la solution, vient donc vous nettoyer tout ce qu'il y a comme impureté, tout ce qu'il y a comme bactéries et germes dans l'organisme de manière naturelle, et c'est sans effet secondaire. D'où la médecine que j'exerce est appelée la médecine douce, Jean-Jacques. Elle est douce. Oui, elle est douce. Alors, plan de vie, tout cela est bien disponible, tous ces produits? Oui, tous ces produits sont disponibles du côté de ce plan de vie pour des personnes qui voudraient nous rencontrer. Nous sommes situés au quartier Nkolndongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et nous sommes situés à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit église Salem Jean-Jacques. Le produit Open Sex est toujours disponible. Ce produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les musulmans qui ont un petit appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. On peut tester oui, cadeau. Là, je suis avec les paquets parce que souvent je préfère, parce que le but de plan de vie c'est de faire connaître ces travaux, parce qu'une fois qu'on a consommé les produits de ce plan de vie, forcément il y a le résultat qui va suivre. Merci beaucoup Lema Kouma d'être passé nous parler de plan de vie et pour protéger nos vies à partir des organes de base. Oui. Le produit Open Sex est toujours disponible. Alors bonsoir Info TV. Je suis très intéressé. En off, non. On va gérer ça. En off. Non. En fait, j'ai demandé un produit depuis à Lema Kouma. Il t'a de me le donner. Je sais pas pourquoi. C'est une question de disponibilité. Ok. D'accord. Bonsoir Info TV, Jean-Jacques. Pardon. Demandez à M. Bidima de bien s'entraîner. Parce que l'adversaire qu'il veut tester là, Francis Ganou, est un spécialiste de chaos. Donc attention, le Conseil constitutionnel ne pourra pas intervenir pour cela. Nelson. On va faire comme au village, on va mélanger pour soutenir. Non, on n'est pas dans cela. Alors, tout le monde parle d'un remaniement. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, a parlé d'une union sacrée. Et derrière union sacrée, certains réfléchissent déjà sur le gouvernement et pensent même à la possibilité d'un gouvernement d'union nationale dans le contexte actuel et au regard des résultats de la dernière élection présidentielle. Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale pourrait être convoqué et pourrait être utile? A-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Yvan Dylan Mollet, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Désolé une fois de plus
Dans tous les cas, vous êtes là. Le cas au Cameroun, c'est pas évident. Dans tous les cas, vous êtes là. C'est notre pays. On va faire avec. Voilà, vous êtes président national du CNPC, qui veut dire Conseil national des patriotes et civils du Cameroun. C'est quoi? C'est une organisation de la société civile qui œuvre aussi pour la promotion des valeurs citoyennes et la respectation et le respect des valeurs républicaines. D'accord, les valeurs républicaines. Sur la question Hubert Volo, a-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Je ne sais même pas qui est venu avec l'affaire de gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'on était dans une élection, il y a quelqu'un, un candidat qui a été proclamé élu à 53, je crois 66%. Oui. Tout le monde estime qu'il a gagné, du moins ses partisans estiment qu'il a gagné. Il a gagné. Il y a une autre frange qui estime que la victoire a été volée. Il y a même une troisième frange qui ne s'exprime pas sur la question. Et aujourd'hui, ce qu'on attend logiquement, puisque la République a repris son cours normal, c'est un gouvernement, tout simplement, qui vient s'inscrire dans la vision du candidat qui a été proclamé élu. Donc la question du gouvernement d'union nationale, pour moi, ça n'a pas de place alors nous parlons. Le gouvernement d'union nationale va s'inscrire dans la logique des choses qui ont contribué à diviser ce pays. C'est-à-dire qu'on fait un gouvernement, on l'agrandit un peu plus, éventuellement, pour récompenser, contenter les gens qui veulent le pouvoir et Y, ça et là. Sauf que le principal acteur, alors nous parlons, Issa Tchiroma, lui il est au gouvernement. Il ne sait pas dans l'Union nationale, parce que c'est lui qu'il faut minimalement contenter. Lui, il était au gouvernement. Il n'a même pas été limogé. Il a décidé de sortir de lui-même. Et il s'en va 30 ans après, ou 25 ans. De toute façon, il a fait 3 ministères. Et dans chaque ministère, il n'a pas passé moins de 7 ans. Emploi et autres, là où il était là, fait 7 ans. Avant, c'était la communication. Avant ça, c'était le transport. Donc, si c'est pour Issa Tchiroma qu'on veut faire le gouvernement d'union nationale, c'est sans objet. Il ne devra pas, en principe, ne doit pas venir, puisque lui, il était allé dans le gouvernement. Donc, ce n'est pas la place de membre du gouvernement qui l'intéresse. Il n'était même pas pressenti pour partir, au vu de ce qu'il a fait d'abord 25 ans, et qu'il était un allié fidèle. C'est les autres même qui sont les membres du RDPC qui pouvaient partir. Donc, moi, de mon point de vue, le problème qui est sur la table, le vrai problème, qui pourrait faire l'objet d'une véritable accalmie, ce n'est pas le gouvernement d'union nationale. C'est les garanties que le président Biya, après avoir prêté serment, doit commencer à aménager une porte de sortie de manière visible. La porte de sortie ou bien des réalisations? Porte de sortie, je vais citer un ensemble de choses. Je commence par la porte de sortie. Deuxième chose, la restructuration de l'État, l'appareil étatique, avec ses institutions. La question du code électoral est l'une des questions qui divise les Camerounais de manière profonde. Et quand on va dans une élection, comme celle qui arrive, vous avez beau entendre les déclarations de candidature, nous y sommes déjà, mais il y a un problème sérieux, c'est le même code électoral qu'on va appliquer. Vous avez beau contrôler vos votes au niveau local, dans une commune, à Lobok, par exemple. Il n'y a que si vous contestez, c'est le procès verbal de l'État qui fera foi. Même si vous allez où. Et l'affaire étrangère, on va vous demander de respecter la loi. La troisième chose, c'est le Conseil constitutionnel. Il faut que le Conseil constitutionnel, ses membres bénéficient d'un maximum de crédibilité. Donc vous êtes plus dans les réformes institutionnelles Il n'y a que ça. dans le débat sur le gouvernement. Ça, c'est la distribution du pouvoir du gâteau national qui n'a pas un réel impact sur, même seulement sur les électeurs. Il ne faut pas parler de non-électeurs ou encore des plus jeunes. Par exemple, un homme, M. Bidjima, ministre, vous voyez, il sourit, vous voyez le contact. Il ne crache pas dessus. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. C'est bien. C'est moi qui parle. Soit un homme, M. Bidjima, ministre, dans la configuration
Pas forcément ce qu'il va faire. J'ai beaucoup de respect pour l'aîné qu'il est. Mais les réjouissances vont partir de ceux. Parce que ça c'est pas nouveau. Je me rappelle quand on a nommé le ministre Zouani Michel, il n'est pas très loin de chez moi. On a fait le mess. On a vu des amicales naître, amicales des anciens camarades de Michel Zouani. Oui. Beaucoup moins d'eux. Mon père était d'ailleurs dans cette amicale parce qu'il a été son camarade. Vous voyez? Donc voilà des choses. Mais est-ce que ça aura un impact large? On n'a donc pas besoin de ça. Il faut qu'au niveau du Conseil constitutionnel, on voit des gens qui dégagent une confiance. Quand vous avez le président actuel, sa femme est députée, c'est son droit le plus absolu. Ses enfants sont militants d'un parti. Ils célèbrent tous dans une même maison. Vous me direz que c'est leur droit. Mais nous, l'information, l'image que ça renvoie, met en doute. Du coup, on commence à contester les élections. C'est la restructuration. A-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Et c'est un sujet hors sujet, comme semble le dire Hubert Volot. Alors, Jean-Jacques Biya. Le président Paul Biya n'a que fait ça. Les gouvernements d'union. Durant je crois que c'est 34 ou 35 gouvernements, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de compter. Donc, parce que je me suis fatigué de compter le nombre de gouvernements qu'il a pu utiliser en 43 ans. Et aujourd'hui, il est question pour le Camerounais que je suis et pour le Camerounais que nous sommes, de voir une réforme structurelle, une réforme structurante de la gestion, de la gouvernance du Cameroun. Parce que la gouvernance du Cameroun est à un tel point d'inertie critique qu'on peut vivre actuellement au Cameroun sans gouvernement. Parce que est-ce qu'en intégrant je veux dire un gouvernement d'union nationale, est-ce qu'on ne peut pas impacter et obtenir la gouvernance que vous souhaitez? Si la gouvernance d'union nationale est de faire ce que M. Paul Biya a fait depuis, ça veut dire prendre des hommes politiques dans les partis d'opposition ou bien des hommes politiques qui ont fait trop de bruit, les mettre au gouvernement, ça ne sert à rien. Puisque là déjà, il a fait Jean Jazé. À la sortie de la tripartite, il a fait entrer des gens de l'UNDP, de MDR et tout. On a retrouvé les Bilobouba et tout ça, les Issa Chiroma, on les a retrouvés dans le gouvernement, de l'UPC. Il a déjà eu à faire cela. Mais cela a créé quoi? Cela a créé de l'immobilisme, Jean Jazé. L'immobilisme parce que des gens ont des postes ministériels, ils ne savent pas pourquoi ils sont ministres. Il est ministre parce qu'il a été un homme politique, il a fait une vidéo sur TikTok et sur Facebook, il a crié, il a grondé, il est ministre. Quand on demande maintenant d'implémenter la vision, il n'a pas de vision. Moi, je pense plutôt à un gouvernement de transition technique. C'est-à-dire un gouvernement qui allie la gestion et la technicité. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a des Camerounais, que ce soit dans le RDPC, qui ont le talent et la capacité d'implémenter une certaine vision. Parce que le gouvernement d'aujourd'hui, nous voulons un gouvernement d'aujourd'hui qui peut revenir, peut-être vous allez me dire que je veux me répéter, le plan triennal et tout, un gouvernement qui est mis sur la base d'un certain nombre d'actions à régler dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'à court, à moyen et à long terme, on a besoin d'un gouvernement de mission pour impacter réellement la vie du Camerounais que je suis. Et ce gouvernement doit travailler à régulariser le code électoral. C'est-à-dire que les élections au Cameroun doivent être régularisées. À travailler à ce que les 10 millions de Camerounais qui vivent aujourd'hui avec 800 francs par jour puissent vivre avec plus que cela. Et ça va impacter le panier de la ménagère, Jean Jazé. Il y a des questions aujourd'hui cruciales. Le problème foncier est là. Il faut résoudre ce problème. Les jeunes aujourd'hui n'arrivent plus à entreprendre. Parce qu'ils ont des goulets d'étranglement, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà les questions dont on a besoin de résoudre. Monsieur Paul Biya aujourd'hui. Alors, est-ce que si on garde les mêmes, on ne va pas garder les mêmes problèmes? Est-ce que si on ouvre un peu, si on prend les gens qui parlent de ces problématiques au quotidien, les Cabral Libi et les autres qui en font des discours, des posts, des vidéos au quotidien pour régler ces problèmes, si on les intègre dans ce gouvernement-là, est-ce qu'on ne peut pas avoir le changement? Jean-Jacques Zé, M. Biya, autour de lui aujourd'hui, s'il faut parler des diplômes, des diplômés, des gens qui ont fait des cursus académiques énormes autour de lui, ils sont là. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je parle avec les gens qui ne sont pas là. Parce qu'on est là d'accord pour le constat, c'est que ça ne marche pas. Comment trouverons la solution? J'y arrive. Mais ne suis pas chez loin, on n'a pas beaucoup de temps. Okay. Oui. Il faut prendre des gens sous un type de contrat à court, à moyen, à long terme, pour que ces personnes puissent travailler et donner les résultats sur lesquels on les value le travail. Parce que si on prend des gens, on les nomme, vous pouvez faire une vidéo, mais peut-être vous n'êtes pas à même à être ministre des Finances.
Mais vous avez fait une vidéo sur une question d'impôt par-ci par-là, mais vous pouvez être ministre des Finances. Donc il faudrait mettre... Il faut quoi? Non, écoutez Jean Jazé, il faut quand même une certaine technicité. Et ça, je rejoins l'aîné du syndicat. Il faut une certaine technicité pour gérer les finances publiques. Donc à ce niveau quand même, il faut comprendre certains enjeux et ce qui se passe actuellement pour pouvoir les résoudre. Mais juste que le président Biya a longuement eu le temps de travailler. Parce que quelqu'un qui a aspiré à être président de la République ne peut pas gérer le ministère des Finances. Quelqu'un qui a aspiré à être président de la République, Jean Jazé, gérer le ministère des Finances, que sur cela. Gérer le ministère des Finances pour lui, ce n'est pas le but pour lequel il était candidat. Ça aussi, il faut le dire. Son but n'était pas d'être ministre des Finances. Son but était d'être président de la République. Oui. Donc, M. Biya aujourd'hui a les cartes à main pour donner aux Camerounais un gouvernement qui va faire sortir le Camerounais de la léthargie actuelle pour entrer vers le renouveau que lui-même appelle. Je ne parle pas de renouveau au niveau de sa politique, mais je parle de renouveau pour s'arrimer à la donne mondiale aujourd'hui, où il faut des gens qui répondent aux questions qui amènent les Camerounais à être un pays. Est-ce qu'on peut les prendre dans l'opposition? Que c'est plus direct comme ça. Jean-Jacques Zé, dans l'opposition, il y en a, comme dans le parti au pouvoir. Non, ils sont dans l'opposition. L'opposition n'est pas un Cameroun bis. C'est un Cameroun où on retrouve les RDPC, où on retrouve les autres partis politiques. Et je dis, ces Camerounais, il y en a. Mais ils ont un problème qu'ils ne veulent pas parler. C'est qu'eux-mêmes, les membres du RDPC, dans les partis qui sont talentueux, sont bloqués par les patrons politiques qui sont les ministres. Et c'est ça le véritable problème. C'est qu'à un moment donné, eux-mêmes étouffent et ne peuvent pas. On est dans les constats. On veut sortir, on veut proposer autre chose. Voilà. Il faut nommer, il faut mettre dans le gouvernement des Camerounais qui viennent et signent un contrat social. Un gouvernement qui signe un contrat social pour amener les Camerounais à l'émergence. Tant souhaité et pour notre prochain État qui sera en 2035. Jean-Jacques Massok Thomas, une union nationale avec des hommes politiques qui dormiront dans une même chambre sans toutefois faire le même rêve. J'attends voir le patriarche ne pas changer de modèle systémique et en termes de remaniement ministériel. Nous allons revivre le jeu des chaises musicales comme à l'accoutumée. Ne soyons pas pessimistes. Ne soyons pas pessimistes. Le chien ne change pas. Le pourcentage de 53,66% est un indicateur chiffré de la volonté des Camerounais qui appelle de manière implicite le président à former un gouvernement d'union nationale. Ils se fondent sur le résultat. Ce geste serait la traduction de l'implémentation de son discours lors de la prestation de serment. Antoine Vunzi, du côté de Douala. Alors bonsoir à votre émission. Parler du gouvernement d'union nationale est une imposture qui récompenserait les adeptes de la tentative de chaos avorté. Un candidat qui remporte une élection avec 18% d'écart avec le second doit implémenter sa politique qui a été plébiscitée. Le RDPC regorge de toutes ses compétences, la Zambo, du côté de Yaoundé. Yvan Mollet, est-ce qu'on a besoin d'un gouvernement d'union nationale au regard des critiques, au regard des résultats de la dernière élection présidentielle? Jean-Jacques Zé, merci beaucoup pour la question. C'est quoi le gouvernement d'union nationale conteste camerounais? C'est ça qu'on appelle régulièrement le partage du gâteau. Concrètement, vous disait ça, partage du gâteau. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. La plupart des opposants au Cameroun, aujourd'hui, ils ne revendiquent pas forcément le changement, mais chacun milite pour sa poche, pour son ventre. Beaucoup aujourd'hui ont été opposants hier, mais se sont ralliés totalement au régime, alors qu'ils ont décrié que le régime ne parvenait pas à satisfaire certaines préoccupations du peuple. Mais lors de ces élections présidentielles, tu as vu des soutiens qui venaient de gauche à droite, des partis d'opposition, mais on se demandait de quoi les questions concrètement. Le Cameroun, dans sa configuration, a toujours eu un gouvernement d'union nationale. Depuis la venue du président Biya au pouvoir, il a toujours travaillé avec des personnes, surtout l'étendue du territoire national. Mais est-ce que c'est ça véritablement qu'on a besoin pour la construction d'une nation? Je ne pense pas. Nous avons besoin des technocrates. Si nous regardons la plupart de ces ministres aujourd'hui, la plupart sont des politiques. Nous n'avons pas toujours besoin de politiques. Les politiques ont un jeu, oui, mais nous avons besoin de technocrates. Par exemple, on met un philosophe au ministère de la Santé.
Un infirmier au ministère des Travaux. C'est irréaliste. C'est pas son dernier diplôme. Qui nous prend sa formation de base. C'est sa formation de base. Son dernier diplôme. Il y a des gens ici qui ont pour premier diplôme la maçonnerie, mais ils ne sont pas maçons. Voilà. Il a été réorienté. Allons-y, non, vraiment. Il ne faut pas aller à ce jeu-là. On est d'accord sur le principe. Soyons sérieux. Oui. On ne peut pas construire un pays. Regardons par exemple en Chine. La plupart des ministres en Chine sont des ingénieurs spécialistes dans le domaine. Donc on peut construire un pays à des ingénieurs seulement? Bien évidemment, pas seulement, mais à 80%, ça doit être des technocrates. Oui. À 80%. On ne peut pas prendre un infirmier, il vient gérer les finances. Il va comprendre quoi des impôts, des taxes et autres. C'est pour nous amener vers la rue. On ne doit pas toujours résumer, le poste ministériel aux quotas, aux élections présidentielles, aux élections... Mais le gouvernement d'union nationale n'annule pas la possibilité d'avoir des technocrates. Parce que même dans l'opposition... Si on prend un ministre, on prend un acteur de la société civile, on parle même au ministère, je ne sais pas trop quoi, de la femme de la formation professionnelle. Acteur de la société civile, ce n'est pas un diplôme, c'est pas... Non, je prends peut-être, on prend... L'information. Vous avez parlé d'union nationale, c'est ça que vous dites que si on prend... un militant ou un président d'un parti politique de l'opposition, on le met à la formation. Mais qui a le background nécessaire. Non, c'est pour dire qu'il n'aura pas d'impact au changement du pays. Non, peut-être qu'on se comprend pas. C'est quand tu dis à une limite parce que dans le domaine justement des technocrates, si on prend le domaine de l'enseignement au Cameroun, le président Biya n'a fait que ça, mettre des enseignants chevronnés, avec le ministère de l'enseignement secondaire. C'est un professeur qui est là-bas. Le ministère de l'éducation de base, c'est un professeur qui est là-bas. Le ministère de l'enseignement supérieur, à l'époque même quand c'était un tout, c'était le professeur Joseph Ouna. Mais est-ce que ces secteurs-là sont les secteurs qui se portent mieux? L'enseignement est l'un des grands malades de ce pays. Nous savons tous que le Cameroun aujourd'hui souffre de maux qui mine la société. C'est-à-dire que le problème ailleurs. Non, c'est pas que le problème ailleurs, mais c'est une partie de la solution des différents problèmes. On doit commencer bien quelque part avant d'arriver. S'il fait qu'on résume 80% des technocrates. 80% des technocrates pour une amélioration vraiment, pour la résolution des problèmes. D'où qu'ils viennent, on peut en prendre dans le RDPC. Oui, partout. Il est même important. Il est important même qu'ils ne viennent pas totalement du RDPC, qu'ils aient la capacité de pouvoir justifier leur rôle lors de leur passage à des postes ministériels. Parce que quand tu viens en tant qu'opposant, tu as un devoir de rendement pour pouvoir justifier. Bon, dans un pays normal, on a rendement. Et je vais souligner, l'une des choses aussi est d'avoir un cahier de charges et un devoir de rendement. On ne doit pas seulement nommer pour nommer. Quand on nomme un ministre, on doit lui donner un cahier de charges, on doit lui exiger le rendement qu'il doit nous finir après ces 5 ans, ces 3 ans. Dans ce rendement, là, il y a une partie politique. Il ne faut pas qu'on te tape dans ton village. Par exemple. Non, dans ton village, tu n'es pas ministre de ton village. J'ai un ministre de la République. Non, tu n'es pas ministre politique pour être ministre. Ça existe également, cette lecture politique, parce que le ministre a un côté politique, mais que celui qui non prend en compte. Ça limite, parce qu'il doit également garantir sa réélection. C'est ça qui limite aussi. Mais c'est partout comme ça. C'est ça qui limite. Il faut garantir sa réélection. C'est ça qui limite aussi la compétence de ce ministre-là. Je vous prends par exemple, lors des élections présidentielles, on a vu les contributions qui venaient de 50 millions, des ministres qui donnaient 200 millions. Dès le moment qu'il va être élu, la première chose à faire, ça sera de réempocher son argent qu'il a investi sur ces élections-là. Il va passer, se préoccuper de savoir si les routes sont bien faites, si un budget de la route est de 5 milliards. D'accord. Mais n'oubliez pas que quand on évalue un ministre, on évalue également son côté politique. Quel est l'apport politique? Parce que quand on est au pouvoir, c'est pour se maintenir. Voilà. Abou, depuis Montréal, bonjour, bonsoir là-bas. Il est quelle heure? Il est moins 5 heures. D'accord. Donc, c'est pas encore la nuit là-bas, c'est ça? Il n'y aura pas de remaniement, sinon c'est l'explosion du gouvernement. Eux tous là savent que ce n'est plus le président qui décide. Le vieux est fatigué. Lors de sa prestation de serment, on a tout compris. Ça vient de Montréal qui dit que dans tous les cas, c'est même pas lui qui déciderait de la formation du gouvernement. Une fois de plus, bonsoir. On a vu en France un capiste, celui qui a le CAP, être Premier ministre
au nom de Pierre Bérogovoy, il faut juste des performances. Emmanuel Meta, depuis Douala, qui nous éloigne un peu des gros diplômes dans le profil. Bonsoir. Voici une formulation plus élégante, claire et structurée de votre opinion. Voilà, allez-y donc. Jean-Jacques, très belle émission. À mon sens, le remaniement d'un gouvernement ne constitue pas une panacée. Pour avoir servi dans l'administration, je suis convaincu que le véritable progrès repose avant tout sur l'engagement de chacun à donner le meilleur de soi-même. Il incombe également aux responsables d'assurer un suivi évaluation rigoureux tout en disposant des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur politique. Enfin, l'instauration d'une véritable culture de la sanction est indispensable. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons faire avancer le Cameroun. Bonne continuation, Roger Atongana est là. Lucien Bidima, la question sur le gouvernement d'union nationale, est-ce qu'elle est opportune, cette question? Jean-Jacques, je suis très content qu'après le premier sujet, vous avez fait la transition sur ce sujet pour comprendre qu'il y a des compétences. Vous voyez, maintenant, on discute science. On ne discute plus bagarre. Ouais. Donc, c'est les spécialistes maintenant qui peuvent parler pour instruire. Et là, j'ai reconnu mon fils. Ouais. J'ai apprécié son analyse. Vous voyez un peu cette importance de respecter chacun dans son domaine. Et je vais répondre en une seconde. Je voulais vous dire que si j'apprécie beaucoup Samuel Eto'o parce que c'est l'un des hommes de football qui étudie le plus. Il essaye d'étudier tous les jours. Et ça, vraiment, j'apprécie cette humilité à apprendre. Alors, je voulais dire, entre autres, il y a une école qui me passionne ici au Cameroun. On appelle ça l'Institut supérieur de management public. À l'Institut supérieur de management public, entre autres, ils font les DCS, les Master 2. J'ai eu la chance de faire cette école. C'est que vous soyez administrateur civil, que vous soyez médecin, que vous soyez ingénieur, vous partez à l'Institut supérieur de management public qui essaye de vous recadrer sur le plan de management. La fonction de ministre n'est forcément pas une fonction productive parce qu'elle obéit à deux logiques. D'abord, une logique politique, et je suis d'accord avec vous. Parce que quand le président de la République vous nomme, c'est parce qu'il a une vision politique dans votre secteur d'activité et il se demande est-ce que vous pouvez valablement réagir à cette vision. La deuxième, bien évidemment, elle est une feuille de route du gouvernement parce que le président de la République définit la politique de la nation et ceci dans tous les secteurs d'activité. Et de cette politique de la nation, on cherche les gens qui peuvent implémenter cela. Et vous voyez dans ce deuxième volet, il y a le management. Soi-même, on ne peut pas être ingénieur, mais on peut avoir la capacité d'associer les différentes intelligences pour atteindre son objectif. D'où, par exemple, le plan stratégique ou les feuilles de route qu'on doit mettre en place. Et là, je suis d'accord avec vous, parce que à partir de ces feuilles de route-là, à partir de ces plans stratégiques, à partir de ces feuilles de mission, qui ont des missions claires, des objectifs bien déterminés et à atteindre, le premier ministre, donc chef du gouvernement, devrait donc avoir la capacité, non seulement de organiser, mieux l'organiser, mais de faire le suivi, mais également l'évaluation de ces feuilles de route, d'où les conseils de cabinet. Et à partir de là, quand vous voyez, effectivement, on peut être forcément un juriste et diriger le ministère de la Médecine dès lors qu'on a la capacité d'atteindre le deuxième volet que j'ai dit, de manager, de trouver les intelligences qui vont vous accompagner dans le premier volet, c'est-à-dire la vision du chef de l'État par rapport à cela. Parce qu'il faut dire, et je suis d'accord avec M. Mbolo, le président de la République a gagné son élection. Pour qu'il gagne cette élection, il a mis en place une feuille de route. Il a proposé aux Camerounais sa vision politique, sa vision économique, sa vision sociale. Qu'ils vous prennent, vous soyez de l'opposition, vous ne viendrez pas implémenter votre vision. Vous devez implémenter la vision du président qui a été élu parce que, au final, c'est lui seul qui va rendre compte auprès du peuple. C'est lui qui a un bilan. Alors, si vous observez un peu l'activité politique depuis 1992, avec l'avènement du multipartisme, le président Paul Biya a toujours associé les forces divergentes au RDPC, c'est-à-dire de sa famille politique.
Et pourquoi? Parce que il est dans cette lancée, quand par exemple il a travaillé avec Kodok, Kodok avait une autre expérience. Il est dans cette vision, dans cette lancée, d'associer toutes les énergies capables de mener sa vision et de l'implémenter, quitte à ce que les résultats quand même escomptés soient les siens sur le plan politique. Alors aujourd'hui, parler de gouvernement d'union nationale au gouvernement, je m'étonne et je reviens sur mon fils qui a dit la vérité. Pourquoi? Le gouvernement dont nous sortons, Issa Chiroma Bakari, pratiquement est le ministre du président Biya. Depuis pratiquement 25 ans, vous avez souligné. Belobou Maïgari était aussi dans notre parti. Vous voyez, il y avait Momo, il y a même Mustafa, donc on se retrouvait là avec 2 ou 3, voire 4 partis politiques. Il y a Momo. Il y a Momo. Le ministre Momo, c'est un ami. Non, il y a Momo, le ministre Momo, c'est un ami. C'est un homme formidable. Écoutez, c'est un ministre formidable. J'ai eu le temps de discuter avec le ministre Momo. Il a une capacité d'appropriation d'un certain nombre de choses, une humilité conséquente. Donc, il est ministre du parti pour le moment. Alors, mais j'ai dit, ce que les Camerounais doivent savoir, on ne peut rien imposer au président Paul Biya. On ne peut nullement imposer au président de la République ni la durée, ni le temps, véritablement pour faire un remaniement ministériel. Comme on ne peut pas imposer les hommes. Parce que tout ce que vous voyez là, les fake news là, les gouvernements qui sortent et qui reviennent, ont 2 objectifs. Le premier, c'est de griller un certain nombre de personnalités. Parce que aussi, il y a ce qu'on appelle la discrétion au niveau de la nomination. Un chef de l'État, ce n'est pas quelqu'un qui aime être imposé, par qui que ce soit. C'est-à-dire que les Camerounais se lèvent et ils disent que c'est tel qui doit être à tel poste. Le président ne l'aime pas. Parti tel. Oui, ou faire partie tel. Le président seul. Non, vous avez parlé de la nomination sur le volet politique. L'une des critères principaux est la popularité de ces hommes politiques au poste ministériel. Il y a des ministres aujourd'hui qui sont tellement impopulaires dans les zones. Il y a des ministres qui ont été battus à couture dans les zones. Est-ce qu'ils méritent encore ça? Et je voudrais vous dire que un homme politique ne réfléchit pas comme vous. C'est moi. Mais moi, je suis un homme politique. Vous pouvez être... On peut vous battre dans votre village. On peut vous battre dans votre village. Mais vous avez l'ancrage, par exemple, sur le plan international, à mener des investissements par rapport à vos propres relations que personne d'autre à l'extérieur ne connaît. Que moi, on a vu les gens perdre dans le camp. Vous comprenez? Ils sont restés dans le gouvernement. Voilà. Moi, je vous fais confiance. Un chef de l'État, lui, réfléchit gros. Et vous allez voir que vous pouvez dire qu'il y a telle région qui n'a pas voté le président Paul Biya, mais le président Paul Biya va favoriser cette région. Ou tel autre a pu voter Paul Biya et le président Paul Biya n'est pas obligé forcément de faire avec eux. Parce qu'il a une vue globale au niveau du gouvernement. Alors, faut-il penser, parce que nous, les hommes politiques, on regarde le discours politique. Le discours politique du président Paul Biya fait transparaître qu'effectivement, il a tendu la main. Mais je suis contre ceux qui croient qu'il a tendu la main à Issa Chiroma Bakari, mais non. Il y a eu 12 candidats. Il y a même en dehors de ces candidats des autres partis politiques. N'est-ce pas si le président Paul Biya, lui, voit qu'aujourd'hui, pour mieux faire l'ancrage de l'apaisement dont il sollicite, la paix dont il sollicite, le développement dont il sollicite, il décide de faire avec le MRC. Vous allez lui dire qu'il ne doit pas faire avec le MRC. C'est lui seul qui sait l'importance du MRC. Comme il peut décider de faire avec Cabral, Libye. Comme il fait décider de faire avec Joshua. Mais ne venez pas imposer au président de dire que, comme l'autre a eu, je ne sais pas 30 et combien de pourcents, là, je n'en sais plus, il faut forcément faire avec lui, non. Le choix politique, d'un homme politique, le président Paul Biya était seul face au peuple. Je dis seul. Même nous, les RDPC, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons donné la victoire du président Paul Biya. Et je continue à dire aux gens, si Paul Biya, lui, ne s'était pas présenté, est-ce qu'on serait sûr que le RDPC allait passer l'élection? Bonne question. Alors, je dis, c'est le président Paul Biya qui a passé son élection. Ça veut dire que nous tous là, il y a eu les RDPcistes qui ont voté le président Paul Biya, les non-RDPcistes qui l'ont voté. Parce que souvenez-vous, même au niveau... qui ont voté il y a au niveau de la diaspora quelque chose qui a été incroyable. Même là, on croyait que le président Paul Biya n'allait pas avoir une voix. Mais le président Paul Biya venait quand même en deuxième position. Ça veut dire que même là-bas, il faut associer cette diaspora-là qui voit les choses autrement. D'accord. Alors moi je conclus en disant que il faut peut-être
l'enquête allait dans le sens que le président Paul Biya, et là j'en suis certain, hein, il a demandé, il a tendu la main à tout le monde. Mais il ne faut pas mettre de côté, je suis avec vous d'accord, mon cher fils, le problème de la technocratie. Parce que quand même, ce pays, on ne peut plus continuer à prendre tel parce que tout simplement, on a fait filer un nom. Alors qu'au fond, cette personne-là ne peut pas faire le travail. D'où les lettres d'émission. D'où le plan stratégique clair du gouvernement. D'accord. D'où la remise en cause permanente. Aujourd'hui, le gouvernement doit être capable de faire une remise en cause permanente. Et d'où la bonne communication. D'accord, merci. On n'a plus que 5 minutes. Bonsoir le plateau. Je ne suis pas totalement de l'avis de certains panélistes sur le plateau. C'est votre droit. Pendant l'élection présidentielle, j'ai participé au débat public. Il était très enrichissant. Tous les candidats à quelque chose près, surtout les jeunes, dans un enthousiasme empreint de patriotisme, faire des propositions très constructives. Chacun a proposé concrètement. Matomba, par exemple, a fait de très belles propositions, notamment sur la refondation systématique de l'État, ce qui est précisément ce qu'il faut au Cameroun. Il ne faut donc pas croire que ces hommes politiques ne sont là que pour le positionnement, même si l'un d'eux entre au gouvernement, ce sera pas forcément pour sa part, un peu de mapartisme, ça doit surtout être pour apporter un plus à l'édification de notre pays. Guégim, les Moog, du pur sang, on a compris cela. On va sortir de cette... Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui font pression pour avoir le gouvernement d'union nationale, même si ce n'est pas une nouveauté, ne sont pas dans le sens simplement du partage du gâteau? Ceux qui font pression aujourd'hui, Jean-Jacques, pour la plupart, veulent avoir une place au soleil. Parce que ceux qui savent ce qu'ils valent, ceux qui savent ce qu'ils peuvent apporter au Cameroun, apporter les idées. Et c'est à travers les idées qu'on juge qu'ils peuvent apporter un plus ou non. Aujourd'hui, le chef de l'État a atteint un niveau de gouvernance où il sait ce qui est bon actuellement pour le Cameroun. Même comme il peut faire des erreurs, parce qu'il en a fait tout le temps. Aujourd'hui, il a 43 ans au pouvoir, il a fait des erreurs. C'est pourquoi tout le temps, il a changé son gouvernement pour impulser quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le chef de l'État sait où il va. Et nous voulons, en tant que population camerounaise, une reformation de la psychologie du jeune. Parce qu'il faut dire aux jeunes qu'aujourd'hui, il n'est plus temps d'aller porter les bâches lors des meetings du parti politique de mon père Bidima qui est assis ici. Il ne faut pas aller porter les bâches. Il est temps aujourd'hui de demander à nos papas, on était déjà d'accord, de demander à nos papas aujourd'hui de nous applaudir quand on avance. D'accord, bonsoir, félicitations pour le second thème, félicitations aux camarades Hubert Volo. JZ, il faut rappeler aux uns et aux autres que être ministre ne veut pas dire qu'on maîtrise le domaine. Cependant, il faut être bien entouré et avoir une probité morale pour éviter de prendre des décisions égoïstes, savoir aller sur le terrain pour être à la recherche du savoir général ayant ses atouts. Tout le monde peut diriger un département ministériel, c'est ton frère et ami Patrice Christ Guidjol. Comment comprendre ça aujourd'hui? Union nationale, est-ce que c'est parce qu'on a entendu le président parler de la main tendue? Non, je crois que je dis que le diagnostic est biaisé. Et je ne sais pas pourquoi les gens veulent disculper le président Biya, bien qu'il ait été élu. Pourquoi le Cameroun démarre, ce n'est pas le gouvernement de l'Union nationale? On reproche au président Biya de n'avoir pas fait le conseil des ministres pendant 14 ans. Oui. C'est ça qui remet tout le monde sur le droit chemin. Que vous soyez technocrate ou vous soyez récompensé politiquement. Il devra vous rappeler dans le cadre d'un conseil des ministres, monsieur, c'est vrai que je t'ai nommé pour contenter les gens des ceux. Mais en même temps, il y a que on t'a quand même mis à la tête du ministère de l'emploi et des machins. J'attends de vous. Mais sauf que l'autre chose que les gens doivent savoir, le président Biya, c'est lui qui contrôle tout. La preuve, lors de la session de novembre qui est en cours, les propositions et tout ce qui est en matière de budget, dès que vous avez fini de faire, ça part à la présidente de la République. C'est lui qui va finir la politique. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez votre vision. Si ce n'est pas en accord avec ce qu'il veut, on change. Oui. C'est pour ça que les gens qui accusaient Issa Chiroma de n'avoir rien fait pendant qu'il était ministre, j'allais avec le thé de naïf. Ou alors c'était juste mais pas de manière absolue. Pas de manière absolue. Parce qu'en réalité, pas de manière absolue. On a dit il faut mettre en exécution. Oui, moi il faut mettre en exécution. Oui, quand le bilan qui est fait. Pour finir, je dis que le gouvernement de l'Union nationale est sans objet. C'est la distraction. C'est de la pure distraction. Ce ne sera pas le déclic du développement.
si jamais, puisque le président Biya a prêté serment, en bas républicain, on est obligé de respecter ça, même si nous ne sommes pas très d'accord avec ça. Nous lui demandons maintenant, justement, après avoir désigné un certain nombre de personnes, au vu de la contentation, parce que là, il va falloir qu'il désigne de nouvelles personnes pour apaiser. D'abord, parce que le peuple en a besoin. Le peuple a besoin du sang. Merci. Après cela, qu'il enclenche la dynamique de contrôle. On a la preuve qui parle. Le suivi, le contrôle, l'attention. Qu'il les ramène au palais de temps à autre pour leur dire, voilà là où je veux contacter. Yvan, est-ce qu'on ne s'arrête pas seulement au gouvernement alors qu'il y a c'est assez vaste? Est-ce que c'est seulement parce qu'on veut des nouvelles personnes qu'on évoque la question? Non, il n'est pas forcément question de nouvelles personnes. Désolé pour la tautologie. Le problème ici, le problème des Camerounais est la souffrance. Le Camerounais lambda aujourd'hui vit à peine avec 800 francs par jour. Vous savez que 800 francs par jour ne vous permet pas de vous déplacer d'un endroit X à un endroit Y. Si vous buvez la bière, c'est fini à la minute. Vous voyez que c'est compliqué. Même le jeu. Donc, c'est de ça qu'il est question, Jacques. C'est de ça qu'il est question. Si, peu importe qui est au poste ministériel, si les Camerounais parvenaient à vivre aisément, on n'allait jamais soulever ce genre de questions. De qui est ministre, qui n'est pas ministre, de qui a été voté. Non! Aujourd'hui, on met ces problèmes sur la table parce que nous sommes dans une souffrance profonde. C'est pourquoi le Camerounais, en lambda, se dit non. Toi, mon frère, quand tu as nommé là-bas, c'est parce que tu es venu nous dire de voter tel qu'on a voté tel. Mais maintenant, quand on t'a voté, tu nous as abandonnés, tu nous as oubliés. Aujourd'hui même... Et ça devient compliqué. La poussière des X. Pour conclure, comme proposition, moi je vais dire ceci. J'ai pris l'exemple de la Chine. 30 secondes. Oui, en moins de 30 secondes même. J'ai pris l'exemple de la Chine tout à l'heure. Nous devons regarder ce qui se fait bien ailleurs. Comment des nations se sont développées, par quelle stratégie, par quel moyen. Essayer de copier celle-là. Et à base de ça, le champion de Bidima n'a aucune stratégie. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il dit qu'il peut mieux faire. Il peut mieux faire. Il peut se référer à ses voisins pour pouvoir voir ce qui se fait bien là-bas. Voisins? Même en Côte d'Ivoire, ils sont bien. D'accord. C'est ça, les voisins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en 2000, on était devant la Côte d'Ivoire au niveau du PIB. Il y a des procès chez les voisins. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous autour de cette problématique. Demain, on sera encore là. On aura un regard politique, bien évidemment. Le Grand Soir, c'est votre émission. On vous demande d'être ces participants fidèles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, nous vous disons merci de nous avoir. Vous voulez chuter à ma place? Non, du tout. C'est d'accord. Consultant. Non, je deux choses. Si vous voulez, comme vous voilà, merci de nous avoir regardé. En tant qu'homme politique, je vous demande de rejoindre les citoyens actifs du Cameroun. Vous ouvrez les portes à tous les citoyens pour être investis lors des précédents. Le siège est où? Voilà, le siège est à Biteng, non loin du complexe Foué. Si vous voulez. Biteng là-bas? Biteng là-bas? Vous voulez pas? Où est là-bas? Non, ça vous fout. Il y a des ministres qui Merci, bonne soirée.